une absence de repères, une absence du sens de la vie. Ça va avec l'idée du désenchantement du monde de Weber. On a l'idée que les grands récits fondateurs s'écroulent, la religion, l'école disciplinaire, tout ça se relativise, et l'individu est de plus en plus perdu dans le récit de sa vie, dans l'épopée de sa vie. Et le monde postmoderne, c'est aussi la difficulté d'entrer en contact avec l'autre. On ne sait plus trop quel est le jeu d'équipe qu'on doit jouer avec l'autre. On tombe dans un individualisme, un essolement, une perte des repères et une perte aussi de la sensation de pouvoir facilement entrer en communion avec l'autre. Après, la postmodernité vient 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, vient l'hypermodernité. On avait changé d'air en 3 ans. Donc postmodernité 79, hypermodernité, on est dans les années 80, début des années 80. L'hypermodernité, le constat poursuit l'idée de postmodernité en ajoutant des choses intéressantes, en ajoutant un hyper-individualisme. L'hypermodernité, c'est l'individu non seulement qui est esselé, mais qui est hyper esselé. C'est-à-dire vraiment, là, pour le coup, il est dans ce qu'on appelle en philosophie la déréliction, l'abandon, pas l'abondance, mais l'abandon. On se sent abandonné, jeté dans le monde. Non seulement on a une absence de repères, mais on a une absence du pourquoi de la vie. Une époque assez nihiliste, où aucune valeur, finalement, ne vaut la peine. C'est la période du cynisme absolu, on rit de tout, on s'envoie des vannes entre amis en croyant que ça va créer de l'amitié. C'est une époque violente socialement, c'est une époque où on essaie de promouvoir à une jeunesse justement en panne de projets, en panne d'avenir, une jeunesse désabusée, ou qui se dit finalement le meilleur c'était juste avant nous, ça ne sera pas après, c'était 68 le meilleur, mais ça ne sera pas après, on ne connaîtra pas cette overdose de jouissance et de rébellion qu'ont vécu nos parents. Il n'y a plus qu'à se résigner, manger ses smacks devant la télé, et manger de la télé devant ses smacks, on ne sait plus trop ce que c'est, et donc se résigner dans la case consommateur. Et l'hypermodernité, c'est l'hyper-individualisme conjugué à l'hyperconsommation. Le sens de la vie est de consommer, jusqu'à consommer sa vie. Plein de films nous expliquent que les moments de bonheur, c'est des petits M&M's qu'il faut déguster. Ah, chouette, un petit moment de bonheur, bien, ouais, j'ai gagné des points. Voilà. Ça, c'est le cercle des poètes disparus, c'est ce fameux catéchisme qui détourne dans une sorte de hold-up philosophique la pensée stoïcienne et épicurienne, profite de la vie comme si c'était un dernier jour, carpe diem, vous connaissez ce film, on a tous applaudi ce film, on s'est tous fait entuber. Donc oui, on a cru que c'était ça, le sens de la vie, carpe diem, profite de chaque instant comme si c'était le dernier. En fait, on a oublié le comme si c'était le dernier dans l'équation. C'était plutôt profite de chaque instant de la vie. C'est ça la consommation. C'est une vision du monde où la vie, c'est un jeu vidéo, il faut gagner des points en jouissant. Jouir plus que les autres, jouir dans sa famille contre les autres familles, jouir dans son individualisme, se dépolitiser totalement et adopter la case des expériences à accumuler, de la jouissance à accumuler, de la nourriture à accumuler, de l'argent, les années fric, vraiment, à accumuler. Évidemment, l'équation stoïcienne, il faut la réhabiliter, profite de chaque instant comme si c'était le dernier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une méditation sur la mort. Je doute fort que les années 80 ont vraiment médité sur, tiens, si t'étais le dernier jour de ta vie, si ce soir tu crèves, qu'est-ce que tu ferais de ta journée? On n'a pas trop insisté sur le si ce soir tu crèves, on a insisté sur profite. On a oublié la mort. Dès qu'on oublie la mort, on est en dictature, selon mon système de pensée. Le fascisme, c'est l'oubli de la mort, et l'idée qu'on accède à l'éternité à travers un groupe, une patrie, ce que vous voulez. Donc, cette arnaque philosophique a duré assez longtemps. On en a mangé pendant 20 ans, quand même, de l'hypermodernité. On en a mangé pendant 20 ans, les grands groupes en ont mangé pendant 20 ans, et il y a eu peu de visions alternatives, si ce n'est une sorte de marxisme révolutionnaire en face, mais qui peinait à se moderniser, à part cette case de l'idée de la course au profit personnel à court terme, parce qu'on peut l'appeler comme ça, selon une logique à la Castoriadis, ce philosophe que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs a écrit des livres, Les Carrefours du Labyrinthe, enfin dans ces périodes-là, les livres c'est ça, c'est les Carrefours du Labyrinthe, comment redonner du sens, comment s'orienter. Et puis, il y a quelque chose qui a changé, alors pour le coup, fondamentalement, qui fait qu'on a besoin de rebaptiser notre modernité 20 ans plus tard. Cette chose, vous le savez bien, et vous en êtes vraiment presque, je dirais, des fers de lance, cette chose, c'est Internet. C'est Internet. Et les implications
existentielles d'Internet sont suffisamment aujourd'hui analysées, décryptées pour qu'on puisse se faire un état des lieux. Vous allez voir que c'est important parce que à partir de la cybermodernité, le management va se réaligner. C'est pour ça que j'ai besoin de cette introduction avec vous. Internet, c'est plus qu'évidemment des informations qui circulent, la connaissance à portée de clic, et puis l'immédiateté dans les interactions, la surréactivité à tout. Internet, c'est fondamentalement l'implication du corps dans la virtualité. C'est-à-dire que le corps, il suffit de voir les gens avec leur smartphone, juste avant cette conférence, il y en a même qui continuent pendant la conférence, je vous vois. Juste avant cette conférence, tout le monde, personne n'était là, en fait. Tout le monde était dans la virtualité de ces communications très sérieuses, au boulot, au travail. Je t'ai laissé du poulet dans le frigo, ça va de je t'ai laissé du poulet dans le frigo, vas-y bouffe, jusqu'à le projet 822, s'il te plaît, rendez-vous demain pour un scabin. Ça va jusqu'à là. Donc le virtuel s'invite dans le réel. Et c'est pas du tout que le réel se déréalise. Le mot cher à ça, il ne se déréalise pas. Le réel, il est réel. On est là dans le réel. Mais le réel s'adjoint son double étrange, l'irréalité de la virtualité. Nous sommes dans un univers qui conjugue aujourd'hui la virtualité et la réalité au quotidien. J'insiste, c'est au quotidien, dans les tâches les plus minimes. Faire à manger ce soir pour son gosse. C'est les tâches, je dois savoir quelque chose, la connaissance, bim, et je suis dans la virtualité pour me donner des connaissances qui vont me faire agir dans la réalité. Le vendeur sur son point de vente qui consulte Internet pour avoir une info que le client a, puisque le client a été sur Internet et qu'il a toutes les infos plus que le vendeur sur le point de vente, le vendeur sur le point de vente, il va accéder à la virtualité pour tirer des informations et les redonner dans la réalité de la relation avec le client. C'est réel. C'est pas la virtualité du réel, c'est ensemble. Mais c'est plus que ça, plus profondément que ça. Fondamentalement, et là peu l'on l'a analysé, l'intrication du virtuel et du réel, ce que j'appelle la cybermodernité, l'intrication du réel et du virtuel, c'est un rapport totalement différent à l'espace et au temps. C'est fondamental, c'est existentiel. Le temps, c'est complètement disloqué, dilaté. L'espace s'est complètement accéléré. Il faut revoir les analyses de Virilio ou d'autres dans ce terrain de l'accélération du temps. Aujourd'hui, nous avons l'impression vertigineuse d'être maîtres de l'espace et du temps à travers ces technologies. Et notre expérience corporelle du monde, sensuelle du monde, est totalement transformée. Nous avons le pouvoir dans notre main. Nous pouvons faire œuvre presque de télépathie, d'ubiquité. Et bientôt, vous le savez bien, avec la mise en place d'avatars personnalisés dans les mondes virtuels, c'est-à-dire dans 10-15 ans, on aura vraiment le don d'ubiquité. Et dans 50 ans, ces avatars auront tellement une intelligence artificielle inspirée de notre propre intelligence et de notre propre vécu, qu'on laissera les avatars vivre et puis on reprendra la main sur quelques avatars. Nous aurons 10-15 vies simultanément. Une vie réelle, celle qui crève à la fin, parce qu'on meurt toujours à la fin, il faut bien le rappeler, c'est la soirée où on se rappelle ça. Vous allez voir, ça rend très rock'n'roll. Quand on se dit ça, on a la pêche. Vous allez voir, ce soir, vous allez avoir la pêche. Donc, une vie réelle, celle où il faut manger, celle où il faut dormir, celle où il faut maigrir pour les vacances, et puis celle où on meurt à la fin. Et puis, plein de vies virtuelles, associées à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire éternelle, qui utiliseront chaque parcelle, les big data nous y aideront, de notre existence concrète, pour nous avatariser dans des mondes totalement autonomes, autorégulés, et nous allons avoir plein de vies virtuelles. La vie sera peut-être beaucoup plus palpitante dans les mondes virtuels que dans le monde réel, où il faut manger, où il faut dormir, où il faut se reposer, etc. Et un peu comme un jeu vidéo où finalement les avatars fonctionnent sans qu'on mette la main dessus, avec des processus d'ingénierie artificielle et d'intelligence artificielle. Puis de temps en temps, on recalibre, on reparamètre nos avatars pour qu'ils continuent à vivre selon nos modalités. Ça, c'est dans 50 ans. Et dans 50 ans, les êtres humains jouiront autant de la vie dans le monde virtuel avec leurs avatars comme aujourd'hui. Et l'addiction qui monte, là, vous sentez cette addiction au jeu, cette addiction au virtuel, c'est en fait une addiction à une démultiplication de l'existence. C'est extrêmement profond. C'est pas du tout un truc d'adolescent. Et les ados qui jouent là aux jeux massivement multijoueurs entrent complètement dans cette démultiplication des extases. Démultiplication des extases. Très important.
les clients aussi, les gens, la société entière. La cybermodernité, c'est fondamentalement ça, un rapport au monde où la quête du plaisir, qui est quand même notre moteur à tous, la quête de la jouissance, qui peut passer pour certains par le pouvoir, mais c'est toujours pour jouir, par l'argent, mais c'est toujours pour jouir, par l'amour, bah oui, voilà, c'est pour jouir, d'accord. Donc la quête de la jouissance qui quand même nous meut, il faut quand même le dire un tout petit peu, parce qu'on a oublié le pourquoi de la vie. Le pourquoi de la vie, c'est kiffer la vie. Le pourquoi de la vie, c'est être criblé d'émotions. Et de se dire à la fin de sa vie, waouh, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont rempli le cœur. D'avoir le cœur, la jauge du cœur qui éclate à la fin de sa vie, on se dit, je peux mourir demain tellement j'ai rencontré des gens formidables. C'est quand même ça le but. Eh bien, je pense que le virtuel va nous y aider. Fondamentalement, ce que dit la cybermodernité, c'est que l'individualisme est terminé. On passe dans autre chose. C'est la bonne nouvelle et la nouvelle qui est effrayante. La cybermodernité, on ne peut plus parler de l'individualisme comme on parlait de l'individualisme en hypermodernité, c'est-à-dire une sorte de truc dépressif avec des médocs pour tenir le coup ou de la psychanalyse pendant 15 ans pour survivre à une névrose familiale dégénérée. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. On sait bien que les jeunes qui sont là, qui arrivent, la génération des milléniums, et puis ceux qui vont suivre, imaginez juste ceux qui vont suivre, ceux qui ont 8 ans là, qui sont en train de surfer et réclamer un portable à l'âge de 7 ans. Ceux qui vous disent, mais c'est quoi le courrier? C'est quoi envoyer un courrier? Il y en a un qui m'a d'ailleurs fait une remarque intéressante, il m'a dit, ah bon, alors c'est gratuit, alors si jamais je mets pas d'adresse, mais je mets une adresse au dos, qui est en fait l'adresse de mon vrai destinataire, comme si c'était mon adresse de départ, en fait j'envoie gratos mon courrier, voilà, ils en sont là, il avait 7 ans les gars. J'ai fait, ouais, j'avais pas pensé en fait moi-même. Toujours, comment on trouve la fraude, comment on trouve le point qui va hacker le système. Ça va être l'obsession des jeunes, je vous le dis. Ça va être des voyous. Nous sommes en train de créer une génération de voyous et de cyberpirates. Voilà, on y est quasiment. Qui dit cyberpirate dit pirate au cœur de pirate dans les relations humaines aussi. Un drôle de rapport à la manipulation et à entrer dans les failles de l'autre pour mieux obtenir cette fameuse jouissance dont je vous parlais. Ça va être assez complexe, on va aborder ça. Donc la cybermodernité, cette intrication du virtuel et du réel à même le quotidien, qui fait qu'on a des choses plus passionnantes parfois dans le réel, dans le virtuel que dans le réel, et que parfois on se dit la journée valait la peine juste parce qu'on a reçu des mails, eu une discussion sur Skype, et puis reçu eu 2-3 infos par les réseaux sociaux. On se dit ouais, cette journée elle valait le coup. Alors que dans le réel, j'ai juste fait des pâtes, j'ai le bide un peu rempli, et puis je suis un peu fatigué. Et c'est ça la cybermodernité, c'est de se dire parfois que la journée elle est bien remplie parce qu'en fait dans le virtuel il s'est passé des choses excitantes. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Avant YouTube, avant Facebook, tout ça, ça n'existait pas. Alors, cette cybermodernité induit un dépassement de l'individualisme. Bonne nouvelle, mais nouvelle inquiétante. Bonne nouvelle, évidemment bonne nouvelle, parce qu'on n'en pouvait plus d'individualisme. Hein, on n'en pouvait plus de cet hyper-individualisme. C'est très bien l'individualisme lorsqu'il s'agit de penser par soi-même et de s'extraire du groupe, du clan, du nous qui peut être totalitaire. Hein. Mais c'est extrêmement déplorable lorsque l'hyper-individualisme induit un sentiment de perte de sens et de perte de contact à l'autre. Le contact, là, il va y être, il y est. Le virtuel va nous y aider. Il y a maintenant, vous le savez très bien depuis plusieurs années, des moyens de rencontrer l'amour via les réseaux virtuels, de faire l'amour via les réseaux virtuels, et d'avoir toutes les extases quasiment possibles dans le réel sur le mode de la virtualité. Mais c'est inquiétant, pourquoi? C'est inquiétant parce qu'évidemment, à la longue, j'essaie de vous donner une vision de long terme. C'est intéressant de voir sur les 10-15 ans à venir. Le but du jeu est de pouvoir sentir les tendances et de pouvoir adapter ces modes de fonctionnement à l'avenir qui se prépare. Ce qui est inquiétant dans ça, c'est que c'est une sorte de... C'est pas pour ça qu'on tombe dans une sorte de collectivisme ou de nouvelles familles, ou de nouvelles extases solidaires. La solidarité, on ne peut pas dire qu'elle soit au top en 2017 non plus. Et donc on n'a pas affaire à une sorte d'individualisme qui irait de pair avec une sorte de youplavoumisme communautariste. On a affaire à ce que j'appelle la théorie des ruches. Donc nous fabriquons des ruches d'amis, et dès qu'un intrus entre dans la ruche, dans notre famille, dans notre communauté de sens, dans notre communauté de travail, dans notre clan, dans notre smala, dans notre kibbutz, trouvez les métaphores que vous voulez, dans notre univers de liens, eh bien nous l'excluons, comme des abeilles qui excluent l'intrus, des guêpes plutôt, qui excluent l'intrus. Vous pouvez faire l'expérience très facilement sur Twitter. Vous vous amenez, non pas dans l'optique de troller un débat, non,
fondamentalement, de façon tout à fait honnête, il y a un débat qui a lieu sur Twitter, vous entrez dans le débat et vous sentez que c'est des gens qui se connaissent, qui sont habitués à débattre, qui créent ce clan, cette communauté, et puis vous émettez 2-3 objections, super sensées, avec des fichiers à l'appui, argumentées, pas du tout troll, hein, pas du tout... non, et vous vous faites piquer de partout. J'ai fait l'expérience à Mai il y a quelques jours, je me suis fait dézinguer, et pourtant mes arguments, ils étaient bons, franchement. Mais vous dites n'importe quoi, vous dites oui, j'écris des livres, ouais, c'est ça, tu te la pètes, t'as écrit des livres, ouais, t'es nul, un télo, machin. Vous dites, bah écoutez, j'ai quand même une légitimité, non, aucune légitimité. Le groupe cybermoderne, cette ruche, est un groupe hyper excluant. Et donc il y a des communautés intellectuelles très très enfermées sur elles-mêmes qui se forment et qui, d'abord, forgent son identité en excluant l'identité des intrus. Et ils sont à la recherche des intrus. Et évidemment, ils n'existent, ces groupes, que dans les réseaux virtuels. Dans la vraie vie, ils n'ont pas d'existence, je dirais, médiatique ou d'existence de portée. Leur portée, c'est justement d'attirer les débats à eux et ensuite de partir à l'attaque. Ce que l'on voit dans cet exemple simple, c'est que la cybermodernité engendre des communautés qui sont des communautés guerrières. Et que le but du jeu, c'est comme un jeu vidéo, hein, on se met en clan et on va faire la guerre. C'est le fight, c'est struggle, c'est on y va, on attaque. Et la jouissance, n'oubliez pas, c'est toujours la jouissance qu'on cherche, mais la jouissance d'écrabouiller la tête de l'autre parce que autre, portant le t-shirt jaune alors que je porte le t-shirt rouge, c'est une jouissance, bien sûr, la télé-réalité nous aide à avoir cette vision-là. L'entreprise commence à ne plus du tout vouloir cette vision-là. Toutes les entreprises disent non, non, nous c'est, bon, pas peace and love quand même. Il y a des concurrents, mais les concurrents, ça va, il ne faut pas non plus les écrabouiller, les broyer, etc. Il y en a qui rêvent encore de ça, mais c'est plus au bout du jour. On a une entreprise qui, justement, essaie de revenir sur ces mauvaises pratiques un peu guerrières, un peu, je dirais, violentes, et on a une société qui va s'organiser où la jouissance va être tirée de communautés ni de guêpes, et partant à la guerre de tout et de n'importe quoi. Et on le voit dans les débats, l'hystérie des débats, je ne parle même pas du deuxième tour, hein. On ne va pas ouvrir ce chapitre-là, qui était d'une violence, je ne sais pas si vous avez subi les débats du deuxième tour, c'était juste faramineux, dans les mêmes camps, tout le monde était nez de guêpe à soi seul, et ça se mitraillait de toutes parts, mais on voit bien qu'il y a une hystérisation des débats, que c'est très très dur d'arriver avec des arguments rationnels, ce qui compte c'est à qui on appartient comme clan, comme groupe, à quel groupe on appartient pour pouvoir peser dans le débat. Et donc on voit bien qu'il s'agit d'un changement, un statut de la rationalité elle-même. La rationalité cybermoderne s'organise en, je dirais, communauté guerrière, ce que j'appelle des ruches. Et ça aussi c'est très important, parce que la génération qui arrive jouit de la guerre. C'est une guerre virtuelle, hein. C'est une guerre, c'est Clash Royale, Clash machin, voilà, c'est World of Warcraft et compagnie. Mais n'empêche que l'héroïsation d'une existence, qui quand même aussi fait jouir, hein, être le héros de sa propre vie et puis un héros tout court, ça fait jouir. L'héroïsation de l'existence vient parce qu'on a fracassé des ennemis. Donc il faut des ennemis à fracasser. Et les modèles politiciens nous donnent de très beaux exemples. Les jeunes ne sont pas du tout dépolitisés, contrairement à ce qu'on croit. Ils sont hyper dans une logique politique, simplement on ne les écoute pas. Ils se plaignent de n'être pas écoutés et pris en compte. Toutes les enquêtes sociologiques nous montrent que les jeunes, ils veulent la guerre. Ils veulent une guerre virtuelle. Ah, il n'y a pas de sang, c'est une guerre sans sang. Mais une guerre où ma position identitaire affronte une autre position identitaire, et que si je bolosse l'autre, si je l'éclate, j'ai une jouissance directe à en tirer. Alors, ça c'est le monde cybermoderne. Coubert, hein, la racine Coubert, qu'on a oublié d'ailleurs. On a le vague mot vieux, hein, cyberespace, ça ne veut plus rien dire. Et puis on a la cybernétique, alors ça remonte aux années 50, cybernétique. Sinon, cyber, c'est plus du tout à la mode, ce qui est la preuve que c'est appliqué. Une chose qui n'est plus à la mode, c'est qu'une chose qui existe partout et elle s'invisibilise en faisant croire qu'elle n'existe pas. Nous sommes en pleine cybernétique réalisée. Les rêves de Norbert Weiner de l'école de Palo Alto, ça s'appelle le coaching, hein, c'est tout simple, vous en avez tout le temps. Nous sommes dans un univers où tout se gère, où les relations humaines se gèrent, et où on apprend l'alpha et l'oméga de la gestion humaine, de la gestion du temps, de la gestion du vide, de la gestion de la déconnexion, de la gestion de ses affaires de cœur, tout se gère. La cybernétique, Coubert, ça veut dire, c'est l'art de diriger les gens, de commander aux hommes. Mais c'est aussi, ça donne le mot gouvernail, Coubert, même racine. Le gouvernail, la gouvernance, c'est du cybernétique. Et pourtant, on ne parle pas de cybernétique, mais on parle de gouvernance à tous les niveaux.
Tout ce qui est de l'ordre de commander, de diriger, et là on va revenir au management, tout ce qui est de l'ordre de diriger des groupes humains, tout ce qui est de l'ordre d'impulser une ambition à un groupe pour qu'elle le suive, nous sommes dans la cybernétique. La cybernétique, n'oublions pas qu'elle est née après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, à partir de la Seconde Guerre mondiale, détecter des avions et la traçabilité des avions dans le ciel pour pouvoir, au niveau militaire, réagir et puis réfléchir à des rétroactions, enfin vous connaissez peut-être, mais c'est vraiment une science qui se dit on ne peut pas compter sur l'humain. L'humain est faillible. Il l'a montré dans cette Seconde Guerre mondiale, où la culture était à son sommet, avec la barbarie à son sommet. Où, comme le dit George Steiner, les camps de concentration fleurissaient à l'ombre des bibliothèques. Donc l'idéal des Lumières, plus tu es instruit mon fils, moins tu seras un barbare, s'écroule. Tu peux être hyper instruit, jouer du Mozart, et être le plus grand des barbares que même les peuples dits primitifs n'arrivent même pas à réaliser un centième de la barbarie que tu es capable de réaliser. Donc l'idéal des Lumières s'écroule, et la cybernétique arrive comme une proposition alternative de contrôle ou de commandement des humains, pour leur disant on va vous mettre des postes d'ordinateur dans la tronche. Voilà. On va vous mettre l'humain, il est bien s'il est connecté à un ordinateur. Au moins, ça va réguler ses passions, ça va faire bip bip quand il dépassera les bornes. Alors l'ordinateur, c'est une image, mais en fait ça s'appelle la technocratie, ça s'appelle la bureaucratie. Et nous sommes dans un univers technocratique et bureaucratique. C'est ça la cybernétique. La cybernétique, c'est le triomphe de la technocratie comme façon de réguler une population dans ses désirs, ses affects, sa façon de consommer. Et évidemment, c'est indexé sur l'ordinateur. L'ordinateur a un avantage énorme, c'est que l'ordinateur n'échange que des informations. Même s'il vous propose un café, c'est de l'information, c'est un programme. Alors que l'être humain, il y a un désavantage énorme, c'est qu'il échange des informations, bien sûr, vous avez tous des mails qui débordent, mais il échange aussi des émotions, des affects. Et les affects, les cybernéticiens, ils se sont dit, on va les traiter comme des informations. Voilà. Les affects, l'amour, c'est une question d'information. Si ça va mal dans ton couple, il faut surcommuniquer avec ton épouse. Surcommunique. Tu communiques pas assez. C'est Serge Effès, hein, c'est des sociologues de couple. À chaque fois, jusque dans la biologie moléculaire, ça doit communiquer. Si ça bug, s'il y a des problèmes en biologie, c'est un problème de transmission d'informations. C'est une idéologie, la cybernétique, qui est la nôtre, qui consiste à réduire toute interaction vivante ou organique ou structurelle comme un échange d'informations. On oublie l'émotion. L'émotion est calquée sur l'information. Ça donne une psychologie comportementaliste cybernétique, ça donne du coaching cybernétique. Non, mais tu n'as pas à donner tes bonnes informations à ton subconscient, il faut que tu saches où tu veux aller, et donc tu dois bien expliciter à toi-même, te mettre... Nous sommes dans une sorte de dictature du flux d'informations, et si bug il y a, si problème il y a, quel que soit le problème, c'est un problème de communication d'informations. Ça serait si simple. C'est une vision hygiéniste et puritaine, en fait. C'est ceux qui n'aiment pas parler du corps, du sexe. C'est ceux qui n'aiment pas parler du désir, de la bête, du diable en soi. Et ça satisfait en fait une vision hyper victorienne, puritaine, anglo-saxonne dans le côté puritain, il y a aussi une autre façon d'être anglo-saxon, de l'être humain. Tout n'est échange qu'information, même le sexe, même la pulsion, même la jouissance dont je parle depuis le début de cette intervention, la jouissance c'est qu'une question d'information. C'est tellement simple, ça marche tellement pas comme ça. Et dans vos équipes, dans vos groupes, on va bien voir que la modernité en cybermodernité du management, c'est de réhabiliter l'émotion, de justement faire en sorte que les équipes résistent à la mise en robotisation des instincts humains, de faire en sorte que l'émotion ne soit pas quelque chose qui va amoindrir la performance, mais qui va au contraire la décupler jusqu'à l'excellence. L'excellence par l'émotion, c'est ça la cohésion d'équipe qui donne de l'optimisme. Quand on parle d'optimisme, on ne parle pas d'échange d'informations. Jamais un échange d'informations, même les plus belles histoires, nous provoque de l'optimisme. Alors je sais que c'est la mode en ce moment, on va en manger pendant 10 ans, ça commence là, et pendant 10 ans on va en manger. Le storytelling, on va en manger pendant 10 ans. Du storytelling, il faut raconter l'histoire de ton entreprise pour montrer qu'elle est formidable, raconte-toi l'histoire à toi-même, inclus-toi dans un récit, et comme ça tu vas faire rendre frénétique tout le monde va t'adorer. C'est évidemment, encore une fois, une extension de la cybernétique. C'est très bien hein, les histoires, mais à un moment, on embobine aussi par des histoires, vous savez, hein, on a embobiné... Et le problème de l'histoire, si elle n'est qu'échange d'informations, c'est qu'elle ne va pas aller bien loin, elle perdra sa fécondité. Vous savez ce qui fait que les abeilles n'ont pas de langage, mais utilisent simplement des signaux, c'est qu'elles ne sont pas capables de reproduire ce qu'une abeille a dit, a dansé. C'est pour ça que ce n'est pas du langage.
C'est-à-dire qu'elles comprennent très bien le message, elles savent précisément où se trouve le champ de fleurs avec du miel. Mais elles ne peuvent pas elles-mêmes le reproduire à une autre. Elles prennent le message, et sans pouvoir le produire, elles vont sur le champ de miel. Nous, on a affaire à du langage. Ça ne marchera pas par le storytelling, ou en tout cas pas ce genre de storytelling-là. Bien sûr, il faut de la narration. Mais il faut une narration qui baigne dans les affects. Ce qu'on nous vend là dans le storytelling, et maintenant on nous parle de data storytelling, etc. Ce qu'on nous vend, c'est encore le diktat cybernéticien d'une mise en récit qui serait purement véhicule d'information. Bien sûr, le cœur vibre un peu parce qu'il y a des trémolos dans la voix et qu'on parle de son petit frère qui est malade. Donc ça, on verse sa larme, mais c'est pas pour ça qu'on engage une équipe sur le long terme dans un projet. Il faut arriver à un storytelling affectif, et ça c'est plus compliqué. Donc je vais, avec vous, esquisser ce que pourrait être un management de l'avenir, un management cybermoderne, dans cette cybermodernité que j'ai commencé à dépeindre. Il y a une chose que je n'ai pas dite sur la cybermodernité, qui est évidemment importante, c'est que la société cybermoderne n'est pas fluide, n'est pas liquide, elle est translucide. Enfin, une rime en hit, je l'ai trouvée, je suis content. Alors, liquide, vous savez, ça fait référence à Bauman, Zygmunt Bauman, qui parle de société liquide, où les choses sont évanescentes, toujours en recomposition perpétuelle, rien ne tient, et où les identités elles-mêmes sont en hybridation constante. Fluide, ça fait référence à Joël de René, mais ça veut dire la même chose, il a juste voulu s'approprier le concept, et comme c'est un surfeur, il s'est dit non, je préfère fluide à liquide, liquide non, c'est fluide. Et donc on surfe sur cet univers fluide, tout est possible, tout se recompose, et vive l'intelligence artificielle, le transhumanisme et l'épigénèse. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Et il suffit de voir un peu le rapport qu'ont les jeunes avec leurs jeux vidéo, par exemple, pour voir qu'il y a très peu de fluidité et très peu de liquidité, enfin liquidité au sens plasticité, parce que la liquidité financière, il y en a. En fait, ce qu'on voit, c'est que une nouvelle tendance arrive, je suis désolé pour la marque Orange, parce que c'est pas Orange is the new black, c'est Blur, le flou is the new black. Le flou est la grande tendance à venir. Le flou dans tout. Et plus que le flou, le blur, en anglais, ça donne vraiment l'idée que c'est actif. C'est quand je blur, je floute. On dit d'ailleurs dans le jargon télévisuel ou cinématographique, il faut flouter une image. C'est un flou actif. C'est pas le flou du brouillard, je sais pas où je vais. C'est le flou que je fais sur ma vie, sur moi, sur ma communication des objectifs, et sur mon équipe, et sur les ressentis. Blur is the new black. La nouvelle tendance, c'est le floutage. C'est ça la translucidité. Vous savez, de plus en plus, et notamment avec la nouvelle génération, il y aura une volonté de transparence. On nous en parle dans le management notamment. Ils veulent savoir pourquoi une décision a été rejetée, ils veulent se mêler de tout, ils ont très peu de rapports, je dirais, allant de soi avec les protocoles, ils s'en fichent complètement, ils veulent pouvoir parler à tout le monde simplement, leur N+20 ne les impressionne pas plus que ça, ce qui compte c'est l'enthousiasme du travailler ensemble, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que dans leur apparence, transparence, ils disent leurs problèmes, ils s'exposent leur vie intime sur Facebook, apparemment c'est transparent tout ça. Et la société cybermoderne nous invite à un semblant de transparence, la vraisemblance, si vous voulez. Apparemment tout est transparent. Vous regardez les réseaux sociaux et vous accédez à peu près à la vie de quelqu'un, aux émotions de quelqu'un, même les plus intimes. Et puis avec cette demande qu'ont les jeunes, de valider leur choix existentiel, leur posture existentielle. J'ai mal au ventre, ah mon gars t'as mal au ventre, ah ok on me dit que j'ai mal au ventre, donc j'ai vraiment mal au ventre, j'ai fait juste un post, mais en fait vraiment... Je confirme mon identité grâce aux réseaux sociaux. Mon identité, elle n'est co-construite aujourd'hui, l'identité des jeunes en tout cas. Elle est co-construite, c'est pour ça qu'ils postent. Un selfie ne dit pas je suis beau, regardez comme je suis beau. Un selfie ne témoigne pas simplement de « regardez, j'y suis », Un selfie, c'est « regardez ce que je suis et dites-moi ce que je suis, ça m'aidera à être ce que je veux être ». Un selfie est un message, une bouteille à la mer que j'envoie pour que ma communauté construise mon identité. Non, c'est pas du tout narcissique. Narcissique, c'est hyper moderne. Hein, le moi narcissique, Christopher Lasch et compagnie, c'est les années 80. Hein, c'est l'hypermodernité, le narcissisme. Mais là, on n'est plus du tout dans le narcissisme. Regardez la gueule qu'ils ont sur les selfies. Enfin, je veux dire, ou alors, c'est un drôle de narcissisme. Ils se mettent des oreilles de chat virtuelles et un nez de chien. Enfin, je veux dire, c'est ça le narcissisme, franchement. Et ils adorent.
Donc ils rigolent d'eux-mêmes, ils sont dans l'autodérision. C'est juste un appel en disant, s'il te plaît les gars, allez-y, construisez mon identité. Et vos commentaires vont me permettre, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà 5 vies en même temps, parce que je dois être réactif, j'ai pas le temps de réfléchir sur mon nombril, faites le boulot à ma place. Et je fais un peu ma part de boulot pour vous. L'identité se co-construit par la communauté, et donc les échanges identitaires qui ont lieu à l'adolescence, et vous les voyez, vos adolescents-là, ils sont tout le temps en train de composer leur identité. Ça a toujours marché comme ça, on passait 3 heures au téléphone pour composer son identité. Sauf que 3 heures au téléphone, là maintenant, ils ont 5 discussions simultanées, et en l'espace de 10 minutes, ils font ce qu'on faisait à l'époque, pendant 3 heures au téléphone. Ça s'accélère. Et du coup, ils jouent avec leur identité. C'est tellement facile de composer son identité. Vous vous mettez à un poste de diffusion, Snapchat, Instagram, vous balancez des petits selfies, des petits commentaires de votre type, en un mois, vous avez une nouvelle identité. C'est très facile. Aujourd'hui, ça s'accélère. L'identité peut se démodéliser, se remodéliser en fonction du groupe, de la communauté que je me choisis. Et comme je vous dis, dans 50 ans, il y aura plusieurs identités et plusieurs vies simultanées, sans tomber dans la schizophrénie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette chose qui apparaît, apparemment en transparence, mais qui est tout sauf transparente parce qu'elle est vecteur de communication, communication de soi aux autres, c'est ce que j'appelle la translucidité. Une chose est translucide quand on n'arrive pas à voir les contours, mais qu'on voit quand même que ça transparaît. Ça transparaît l'identité de Damien sur son Facebook. Elle transparaît, mais c'est pas Damien. C'est tout ce que Damien a voulu composer de lui-même à travers la réaction avec ses pairs. C'est translucide. Un programme politique peut paraître transparent, clair, et en fait, il est suffisamment flou pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Ça vous rappelle sûrement quelque chose de très... Et ça marche. Ce qu'on a vu, c'est que Macron, premier président translucide de l'histoire de l'humanité, hein, quand même, Macron est un président translucide. Il n'y a pas plus opaque que lui. Mais en fait, dans la communication, tout a l'air transparent. Transparent. La translucidité, c'est cette illusion de transparence savamment entretenue qui nous fait croire à un accès immédiat à l'affectivité de l'autre, à ses ressentis les plus intimes, mais vraiment, hein, jusque dans la chambre à coucher parfois, et pourtant tout ça c'est composé, on sait bien qu'on n'a pas affaire à l'autre, on le sait, que ce que l'autre me montre apparemment en transparence, et tout sauf transparence, c'est composé, et c'est offert à la communauté pour qu'elle me restitue ce que je suis. Mais la translucidité, j'insiste aussi sur la notion un peu sorcière du terme. Le translucide, c'est comme l'extralucide. Il arrive à lire dans les pensées. Translucidité, c'est être lucide, c'est-à-dire clairvoyant, à travers la matière qui nous sépare, la distance qui nous sépare. Et de plus en plus, nous avons une capacité à être translucide. Le 6e sens s'aiguise à force de fréquenter des avatars ou des gens sur les réseaux sociaux. Le 6e sens, de pouvoir, à partir de quelques posts, cerner une personnalité. Vous l'avez tous fait avec vos équipes. On va voir son Facebook et en 2-3 clics, sans se dire que c'est lui, la chose translucide qui apparaît nous donne une Stimmung, on dit en allemand, une atmosphère, un climat de la personnalité. Nous entrons dans l'ère de la personnalité atmosphérique. Hein, c'est une météo, la personnalité. Et vous sentez la météo de quelqu'un à travers les 5 derniers posts. On pourrait faire l'exercice si on avait le temps d'un atelier. Vous prenez une personnalité, je vous montre les 10 derniers posts d'une personne, et vous sentez politiquement, intimement, amoureusement où elle se situe. C'est ça la translucidité. On a l'impression d'une grande familiarité avec les autres, alors que c'est juste une impression, c'est translucide et non transparent. Mais cette familiarité doit être immensément prise en compte. Parce que c'est parce que, en cybermodernité, une des grandes qualités va être la familiarité spontanée avec l'autre, ce qui est tout sauf français, c'est très américain. L'entre-gens américain, ils sont super forts. Ils sont super forts. En 2 secondes, vous êtes potes. Mais potes, quoi. Alors, comment ça va? Ouais, tu sais, ma fille, ma petite dernière, boum, ça y est, c'est fait. L'entre-gens, le français est un dinosaure de l'entre-gens. Et c'est pas l'école qui nous aide à ça. Au contraire, l'école nous inhibe dans notre communication. Le système anglo-saxon, ils apprennent à avoir un avis sur tout et n'importe quoi, même si c'est débile, c'est pas grave. Ils tiennent un avis dans une conversation. De n'importe quoi, même s'ils ne maîtrisent pas, ils arrivent à exprimer. Nous, on a honte. Les mecs, on maîtrise totalement le sujet, on a encore honte de faire notre exposé. L'école nous a inhibés honteusement dans l'expression de soi. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est simplement de s'exprimer soi-même. Mais cette familiarité, elle va avoir un poids énorme. Les nouvelles générations vont l'avoir et vont l'exiger de leurs leaders, de leurs dirigeants, de tout le monde. Est-ce qu'on arrive
à sentir quelque chose de translucide très facilement. Est-ce que l'autre se cache derrière une opacité, un ne me touche pas, montre-toi différent, etc. Donc voilà, société translucide, plein de faux fuyants, très intéressante parce qu'il y a une recomposition autre que l'individualisme. Donc c'est quand même une bouffée. On sent bien qu'il y a un truc génial qui se passe et à la fois c'est hyper flippant parce qu'on sent bien que ce qui se passe, il va falloir être à la page. C'est peut-être la raison de ma présence ici, c'est peut-être de vous aider aussi à, voilà, à sortir la tête du guidon et avoir 2-3 points. Alors, je vais vous exposer ce que pourrait être un management à l'ère de la cybermodernité dont j'ai parlé là à l'instant. Vous allez voir ce qui va changer, c'est intéressant. Ce management, je lui donne une appellation, je l'appelle management complice. J'ai besoin de cette appellation parce que dans mon étude philosophique sur le management, que je mène depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai déterminé 8 modes de management. Alors je ne vais pas vous les livrer, enfin je ne vais pas vous les détailler. Il y a le management avant, alors il y a 4 managements de contrôle, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de contrôler, moi j'utilise les mots qui me sied, donc on essaie quand même de contrôler la relation parce qu'il s'agit d'être efficace, grosso modo. Donc ça c'est les managements de contrôle, et le management complice entre dans le management de contrôle. Le but c'est d'être efficace quand même. Et puis il y a le management de mécontrôle, on contrôle mais mal, on sait qu'on n'arrivera pas à contrôler, c'est la famille quand elle n'est pas dans le business, c'est les amis, voilà. Les amis, vous savez, du management avec les amis, mais c'est du management de mécontrôle. Ils peuvent très bien fuir vos directives, ne pas être d'accord, enfin, c'est bordélique. Donc le management de contrôle n'est pas censé être bordélique, il peut l'être, mais il n'est pas censé l'être. Et c'est presque une déficience si jamais ça devient un bordel immonde, parce que le management de contrôle vise à contrôler l'humanité, la mettre en terrain de jeu, pour qu'elle produise de l'efficacité, et puis peut-être de l'amitié, peut-être de la sympathie, et tout ce qu'on veut, mais aussi de l'efficacité. Donc le management de contrôle, j'avais déterminé le management aventurier, qui laisse la part à l'autorité, un peu. Le management guerrier, qui est l'opposé du management complice, la guerre dont je vous parlais. Donc le management complice est déjà quelque chose qui résiste à cette mise en guerre des identités, mise en guerre des débats, mise en guerre du sens. Le management complice ne veut pas la guerre. Il est non violent par essence. Mais il existe aussi un management violent. Allez les gars, on y va, on va tous les bousiller. Ça, c'est le management guerrier, qui utilise les schémas exactement opposés au management complice, j'insiste là-dessus. Il y a le management intuitif également dans le management de contrôle, je ne peux pas m'étendre. Et dans le management de mes contrôles, qui ne nous concerne pas, mais je mentionne quand même, il y va du désir, il y va de la pulsion, il y va de l'harmonie avec le cosmos, carrément, hein. Manager sa vie spirituelle, et il peut être aussi productif, dans le sens où on arrive à être créateur et produire une œuvre d'art, produire sa vie comme une œuvre d'art, et ça c'est le mécontrôle, c'est pas par des choses de contrôle qu'on y arrive. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, le management complice. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des signes avant-coureurs de ce management, ils ne tombent pas du ciel, puisqu'il y a quand même une analyse sociologique de la cybermodernité, même s'ils n'utilisent pas ce mot. Yes, je suis le premier. Mais évidemment, la cybermodernité dont je vous ai parlé touche des choses que vous avez constatées, évidemment. Je vais relever avec vous le mantra qu'on vous répète sur le management des nouveaux arrivés, là, des milléniums, hein, de la génération Z, de l'alpha. On vous dit quoi? On vous dit d'abord, c'est vraiment des lieux communs, hein, excusez-moi, je commence par ça. On vous dit d'abord, attention, la hiérarchie, ils n'aiment pas trop. Il faut aplatir la hiérarchie. Ça, on vous le dit. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il faut une proximité facile. Ils veulent pouvoir interagir avec tous. Donc l'interaction doit être rendue possible. Et pour les jeunes qui arrivent, les compétences sont supérieures à la hiérarchie. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dirige aura tendance, enfin, on sera bien vu s'il utilise comme eux les nouvelles technologies. L'exemplarité qu'il déploie fera qu'il sera à la page. Alors que très vite, il va devenir has-been, ce qui n'empêche pas une certaine forme d'autorité, mais ça ne sera pas la même complicité qui s'établira. Donc voilà, il y aurait, à mon avis, un problème de hiérarchie à aplatir, et on n'est plus dans la pyramide de grand-papa. Deuxième chose, je l'ai évoqué, ce qu'on nous répète sur cette nouvelle génération, c'est la transparence. Rapidité de circulation des infos, instantanéisme, et surtout une demande de réactivité. C'est des pros de la dernière minute, si je dois résumer le truc. Et ça, vous le constatez peut-être dans vos équipes. Des pros de la dernière minute. Le truc à long terme, dans 2 ans, tout ça, oui, c'est bien joli, mais non. Ce qu'il faut, c'est être dans l'urgence. Et ils utilisent une arme très intéressante, la procrastination volontaire. Ils procrastinent volontairement.
Il y en a qui procrastinent, vous savez, vous connaissez le verbe, hein, messieurs, procrastiner, mettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Hein. Donc il y a la procrastination involontaire. Je procrastine parce que c'est mon problème personnel, je n'arrive pas à être saisi par un sentiment de devoir travailler s'il n'y a pas l'urgence qui m'étreint. Puis il y a la procrastination volontaire. Je sais que je dois le faire aujourd'hui, mais si je le fais demain, je le ferai mieux, plus rapidement, je m'en mettrai moins, donc je le fais demain. Et ces jeunes-là utilisent la procrastination volontaire pour pouvoir sentir cette dernière minute qui monte, et là, ils sont doués. Mais qu'est-ce qu'ils sont doués? Ils vont vite sur le fond, sur la forme, et ils explosent le score. Je le vérifie chaque année, puisque je m'intéresse un peu au baccalauréat, étant invité dans les médias pour commenter le bac, et je peux vous dire que là, ils n'ont pas commencé leur révision de philo, enfin, je veux dire, ils font semblant. Ils attendent vraiment les 4 derniers jours. Donc j'ai mis en place une méthode, d'ailleurs, si vous en avez là, qui passe le bac, venez sur ma page Facebook officielle, je sais Facebook c'est has-been, mais c'est pas grave. Venez sur ma page Facebook officielle, 4 jours avant le bac, je donnerai une méthode que j'appelle la méthode voyoute. Et Najat Vallaud-Belkacem m'a envoyé un texto en disant « Mais c'est quoi ta méthode? C'est trop bizarre ce que tu dis. » Donc je suis assez fier. Méthode voyoute, on a eu 40 bacheliers qui ont révisé une semaine avant le bac et il y a 16,2 de moyenne en philo. C'est-à-dire qu'on hack l'épreuve de philo. Mais c'est de l'arnaque totale. Je donne les citations qu'il faut caser, les trucs qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent, mais je sais que j'arnaque le correcteur. Et ça marche. C'est une façon pour moi de critiquer l'épreuve du bac et un stress inutile dont on pourrait se passer. Mais il n'empêche que voilà, si vous voulez méthode voyoute, on commence ça demain, mercredi, sur ma page Facebook à 21h. Tous les bacheliers, venez, on va dépasser 16,2 sur 20 cette année, j'en suis sûr. Voilà, mais c'est ça, ça donne un peu l'esprit de cette jeunesse-là et de la cybermodernité qui arrive. On vous dit encore 2 choses, une chose en tout cas intéressante. On vous dit qu'ils ont besoin, et ça c'est très important, ces jeunes ont besoin d'être challengés non-stop. Challengés. Ils veulent une carrière, non pas où il y a un salaire, le salaire arrive vraiment en dernière position. Les premières positions de motivation dans le travail, à égalité, c'est la possibilité d'évolution, 29%, possibilité d'évolution. Ensuite, il y a une bonne ambiance. Je vous ai parlé d'atmosphère. Pourquoi il faut une bonne ambiance? Pas parce que c'est agréable, parce que l'identité est une atmosphère. Et donc, s'il y a une mauvaise atmosphère, c'est que les identités qui me côtoient, elles sentent mauvais. Et ça ne va pas aller. Donc, il faut qu'il y ait un climat, une atmosphère extrêmement favorable à l'éclosion permanente des identités, à la recomposition permanente des identités. Quand ils veulent une bonne ambiance, c'est réel. La bonne ambiance start-up, c'est un truc vital. C'est un truc identitaire. C'est pas juste un confort. Fausse piste si vous croyez que c'est juste du confort. S'ils mettent des pots de fleurs sur leur bureau, c'est parce que les pots de fleurs font leur identité. Et que si les fleurs fanent, c'est un peu de eux qui fanent. Et ça, c'est très grave. Donc, ils ont besoin d'être challengés. Après, donc, la bonne ambiance vient à 16, 29% les deux. Après la bonne ambiance, à 16%, c'est le développement des compétences. Voilà ce qu'ils veulent, un travail. Et après, c'est la mobilité internationale, 12,5%. Et après, il y a le salaire. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cette logique. Et donc, pour éviter le turnover et quand il y a des bons éléments, il faut vraiment qu'ils aient l'impression d'avoir des missions et des quêtes validées, applaudies, serrées, célébrées, et c'est reparti pour un tour, comme un jeu vidéo. Le parallèle avec le jeu vidéo est formidable. Nous n'avons pas simplement une gamification ou une ludification, si vous êtes québécois, une gamification des pratiques, Serious Game et compagnie, de la formation, nous avons une gamification existentielle. La vie est un jeu vidéo. Voilà. Et c'est très sérieux. Et ça ne dévalorise pas de la vie que le dire en cybermodernité. Si vous dites ça en modernité, hein, ou à l'époque classique, la vie est un jeu vidéo, on vous prend pour un fou. Mais en cybermodernité, dire la vie est un jeu vidéo, on dit oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu veux gagner des points tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Et tu veux créer des équipes qui sont modulables et tu veux être challengé, avoir des missions que tu remportes pour être un héros tous les jours. Oui, c'est ça. D'accord. La vie est un jeu vidéo. Ce qui veut dire que le management de demain sera je dirais, une matrice de jeux vidéo, ce qui s'appelle en fait un maître du jeu. Ah, faut revoir les jeux de rôle. L'alpha et l'oméga du management de demain, c'est le jeu de rôle Donjons et Dragons 73. Vous devez être des maîtres du jeu. Maître du jeu au sens jeu de rôle, attention. Hein. Maître du jeu. Je te propose un scénario, je te propose des missions, et je te dis comment ça se passe, où t'en es dans la progression, et je te valide en disant tu as gagné des points d'expérience, mon gars. Ouais, c'est vrai, ouais. Les salaires, non, on verra, tu as des points d'expérience déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, maître du jeu, d'accord? Maître, vous devez tous vous former au jeu de rôle, le vrai jeu de rôle, pas le jeu de rôle d'entreprise. Le jeu de rôle où on casse du dragon et on délivre la princesse.
Alors voilà, besoin d'être challengé, ça veut dire assoiffé de stimulation. Je vous ai parlé de la procrastination, la dernière minute, ce sentiment, ce frisson, ce thrill, on dit en anglais. Vous savez, ce frisson du joueur. Pourquoi le joueur devient addict au jeu, quitte à perdre tout jusqu'à sa femme? Il devient addict au jeu parce qu'il a le thrill. Il a le frisson de la roulette. C'est pas qu'il gagne, il n'est pas du tout addict à gagner. Il est addict à avoir peur de perdre. Et cette peur de perdre, elle est tellement frissonnante, surtout qu'il joue très gros, que du coup il veut revivre ce shoot, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau, mais il y a tout ce qui finit en in à mon avis, et voilà, il veut le revivre tout simplement. Et ces jeunes-là qui arrivent, ils veulent du frisson, ils sont là pour frissonner, ils sont beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'on croit, beaucoup plus rock'n'roll. Ils veulent du frisson. Et puis, si vous les mettez sur des missions de long terme, ils vont être très vite distraits. Hein. Ils ne tiennent pas le long terme, ce qui veut dire un renouvellement rafraîchissant des équipes si c'est du boulot de long terme. Ce qui veut dire une transmission entre une équipe qui s'en va et une équipe qui arrive. Donc des porosités pédagogiques, didactiques, qui passent peut-être par des tutoriels, par la technologie, mais en tout cas, il faut que l'équipe qui arrive rafraîchisse en termes de dernière minute l'équipe qui part. Ça sera plus une sorte de micro-turnover dans les tâches et les process qu'une équipe de longue haleine sur un long projet, parce que là, ça ne va pas tenir la distance. Et il faut évidemment diversifier les missions. Si vous donnez tout le temps la même catégorie de missions, ils vont se dire quand est-ce que je passe au monde supérieur là, au niveau d'après. Il faut à un moment que si on était dans un univers de sapins, il faut qu'on soit dans la neige, et qu'après il y a le monde du désert, et puis le monde de la planète Mars. Il faut varier les missions, il faut qu'on ait l'impression d'avancer, et non pas qu'on ait l'impression de se faire hamsteriser, hein, hamster dans sa cage qui roule, et qui finalement ne change pas de décor. Ils sont très sensibles à la hamstérisation, puisque ça fait pas mal de temps qu'on essaie de les hamsteriser et que ça ne marche pas. Voilà un peu ce qu'on vous dit. Alors, la cybermodernité et le management aujourd'hui, ce que j'appelle le management complice, qui crée de la cohésion d'équipe en cybermodernité et de l'optimisme cybermoderne, l'optimisme, évidemment. Écoutez, je vais être très pragmatique et limite provoquant. Il y a 3 choses à éviter et 2 choses à faire. On ne peut pas faire plus simple. Je vais être très didactique. Mais les choses à éviter, elles font partie du jeu. Donc vous ne pouvez pas les éradiquer. Elles seront tout le temps là. Tous les jours, parce que vous allez adopter un management complice, vous aurez ces 3 risques, ces 3 dangers, ces 3 démons qui viendront vous hanter et vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Et donc dans le management de la complicité, à partir du moment où on crée des liens de complicité, on va voir de quoi il s'agit, vous avez affaire à ces 3 démons qui reviendront tout le temps. Et l'erreur a consisté à avoir des fausses solutions qui nous promettaient d'éradiquer ces 3 démons. De nous dire, avec une nouvelle formule de management, les 3 démons disparaîtront. Les 3 démons, je vous les cite: l'épuisement, la logique froide et le perfectionnisme en termes pathologiques. C'est pas juste ouais, j'ai un défaut, je suis perfectionniste. Non, c'est pas ça. C'est j'ai un défaut, je suis perfectionniste. C'est-à-dire que je me sens hyper mal quand on n'a pas atteint une perfection qui est inatteignable. Donc c'est le barge, d'accord? Donc on a 3 bargitudes à éviter et qui seront tout le temps là. Elles toqueront toujours à la porte du management de demain. La logique froide, le perfectionnisme et l'épuisement. Vous aurez toujours un risque d'épuiser vos équipes. Ça fait partie du job. Vous aurez toujours un risque d'appliquer une logique froide pour pouvoir avancer, et c'est un immense risque, on va le voir ensemble. Et vous aurez toujours un risque d'être dans un souci de perfectionnisme qui va stresser et épuiser vos équipes. Mais ces 3 démons, j'appelle ça des démons parce qu'il y a l'idée d'être hanté, et donc d'un truc qui ne s'en va pas. Ça reste un peu comme le démon de Socrate, qui lui chuchotait à l'oreille: vas-y Socrate, fais de la philo dans la rue, arrête, ne t'établis pas comme un coach, comme un sophiste. Ne t'établis pas comme ça avec ton cabinet, va dans la rue à rencontre des gens. 35 ans, le mec, il dit, moi ce qui m'a poussé à philosopher, c'est juste l'origine de la philosophie occidentale, hein. Il y a un démon qui me parle à l'oreille, un daimon en grec, il y a un djinn, un démon qui me parle, et il me dit, quand je veux m'arrêter, quand je veux me poser, vas-y Socrate, fais philosopher tes citoyens, donne-leur la raison, sinon ils vont se faire manipuler. Et le mec, il y allait. Donc les démons, c'est des choses lancinantes, toujours là. Vous pouvez, je suis sûr, en analysant cette journée-là que vous venez de vivre, ou cette semaine, que vous avez été confronté évidemment à l'épuisement, au risque de la logique froide et au risque du perfectionnisme. Du truc, bah non, ça suffit pas, je peux pas dire que c'est fini, il y a encore mieux à faire. Et vous allez être tout le temps plongé là-dessus. Donc le manager complice vise à limiter ces 3 démons. Il ne pourra pas j'insiste, hein, c'est très très important, il devra faire avec.
Si ces démons vous donnent des boutons, vous aurez des boutons toute votre vie de manager. Ils seront là, ces démons. Ils seront là tout le temps. Et si vous ne les mettez pas dans l'escarcelle du management, les collaborateurs les mettront pour vous. Ne vous inquiétez pas. On vous parlera d'épuisement, on vous dira c'est pas assez bon, et on vous dira soit plus froid, plus méthodique. Et puis, il y a deux choses importantes, deux choses fondamentales, et cette fois-ci plutôt réjouissantes, que j'appelle des bienveillances. Mais que j'appelle des bienfaisances, excusez-moi, surtout pas des bienveillances, des bienfaisances. La nouveauté que je veux apporter, c'est que c'est bien joli de vouloir le bien, mais encore faut-il le faire. Voilà. Alors la bienveillance, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois qu'on parle de management, on parle de bienveillance, ça suffit la bienveillance. On peut être la dernière des crapules et être bienveillant sur le papier et dans les actes être une crapule. Donc à un moment, et la nouvelle génération va vous le demander, tu fais quoi pour moi? C'est pas tu veux quoi pour moi, mais je veux ton bien, mais je m'en fous. Tu fais quoi concrètement pour réaliser mon bien? C'est la différence entre l'empathie, on nous vend de l'empathie partout, l'empathie. Le bourreau, il est empathique, hein. Je vais te couper le cou, je sais, c'est pas cool. Hein. Allez, on y va. Et puis la sympathie. Le bourreau, il ne peut pas être sympathique. La sympathie, c'est vouloir le bien de l'autre, un peu. C'est vouloir que la situation de l'autre s'améliore un peu. À l'empathie, on peut être, encore une fois, la dernière des crapules, être empathique. Je détecte parfaitement qui tu es. Je sais exactement où est ta souffrance. Je sais exactement ce qui te ferait du bien. C'est pas pour ça que je vais le faire. Donc l'empathie, c'est un truc de manipulation de base, de pervers narcissique. À deux balles. L'empathie. Alors je sais que c'est anglo-saxon, donc du coup c'est à la mode, tout le monde parle d'empathie, même les associations humanitaires parlent du mot empathie. D'abord ça ne doit strictement rien dire, on est tous empathiques, arrêtez, on a tous une cuirasse, mais on sait tous l'enlever pour se mettre à la place de l'autre. Et les plus grands manipulateurs sont les plus grands empathiques. Ils pigent exactement là où ça joue. Tu jouis là, tiens, je vais jouer avec ça. La sympathie, ça c'est balèze, et ça c'est français les amis. Oui, soyons patriotes dans les concepts un tout petit peu. Sympathie. Non, être du côté de... Pâtir, douleur, patein, hein, en grec, subir, douleur, passion. Mais être avec, en symbiose. Et du coup, s'il souffre, je souffre. C'est ça la sympathie. L'empathie, s'il souffre, je dis, ah, je sais qu'il souffre. La sympathie, il souffre, ça me fait souffrir. On lui parle mal, on me parle mal. C'est ça la complicité. Le management complice, c'est l'effectuation de la sympathie. C'est le dépassement de l'empathie par la sympathie. Je sais que ça vous choque parce que c'est des mots très à la mode, mais voilà, je veux mettre là une petite pierre sur ces mots et vous signaler que là, il y a peut-être une arnaque conceptuelle de masse qui s'érige dans le management et que vous pouvez résister et vous devez résister. Donc, sympathie plutôt qu'empathie. Alors, ces deux choses-là, c'est la bienfaisance et non pas la bienveillance. Concrètement, on fait le bien. Et elle se dédouble. Je vous ai dit 5 choses. Hein, donc, je vous ai parlé de la logique froide, de l'épuisement, du perfectionnisme, choses à éviter, des risques. Mais dans les choses, les leviers d'excellence, on peut appeler ça comme ça, il y a deux types de bienfaisance. Il y a la bienfaisance verbale, ça passe par des mots, et la bienfaisance non verbale, ça passe par des actes. Ça passe par des gestes, des comportements. Et les deux sont à distinguer. Et celle qui est plus difficile à faire, c'est la bienfaisance verbale. Parce que la bienfaisance non verbale, on voit à peu près ce que c'est. On se comporte bien, on prend l'autre, on va détailler tout ça ensemble. Mais la bienfaisance verbale est assez complexe. Et donc vous voyez, le management complice, c'est un mix entre des efforts à faire pour retenir ces 3 démons et des bienfaisances à mettre en place. Alors, commençons, je vais détailler ces 5 points. Commençons par les points les plus fatigants, les points que j'appelle d'onde de choc, parce que l'onde de choc qui se propage, qui se diffuse, c'est la contagion de la violence, c'est la contagion de l'épuisement, de la fatigue. Commençons justement par l'épuisement. Nous sommes aujourd'hui dans ce fléau qu'est le stress chronique généralisé. Je ne parle même pas des burn-out, je sais qu'ils résonnent à votre esprit. Alors là, pareil, on décline, l'épuisement est tellement partout patent qu'on le décline. Alors on a le bore-out, on a le burn-out. Voilà. Dès qu'on s'ennuie et qu'on se fait chier, on parle finalement d'une absence de sens qui est nuisible, presque dans l'intégrité de l'individu. On pourrait aussi parler du burn-out. Oui, c'est ma création. Oui, vous pouvez le tweeter, évidemment. Le burn-out. Quand une maman met un bébé au monde, elle se fait exploser la tête
au travail. C'est-à-dire que c'est compliqué, elle est fatiguée, elle a une charge mentale qui explose, et le mec se la coule douce. On doit à un moment parler du burn-out, c'est-à-dire l'épuisement, parce qu'on a un petit nouveau-né, et que, évidemment, le mec se la coule douce en disant oh, « c'est formidable, j'ai une petite fille, ah oui, c'est bien, c'est formidable ». Quand on voit les chiffres, messieurs, et j'en suis, hein, je suis aussi, il va falloir, voilà, le burn-out existe, et c'est plus quelque chose de féminin que de masculin, même s'il y a plein d'hommes qui prennent à bras le corps leur paternité, heureusement. Donc on a ces épuisements en cascade, autant de modes, autant de mots nouveaux, autant de façons de dire qu'en fait on est au bout du rouleau, et que les cadences on ne peut plus les pousser plus loin, et qu'il faut faire plus avec moins de moyens, et que tout le monde est fatigué, partout, de la police à l'armée, en passant par les métiers, en passant par la mécanique, en passant par l'usine, tout le monde est au bout du rouleau. Et évidemment, il s'agit d'éviter ça. Pour le management complice, s'il est dans la complicité, c'est-à-dire si la fatigue de mon collaborateur est ma propre fatigue, parce que la complicité, c'est être dans la même barque. Que signifie la complicité? Concrètement, la complicité, c'est l'interdépendance affective et effective. Je suis interdépendant, effectivement, si tu te plantes, je me plante. Déjà, mettre ça dans son logiciel. L'erreur de l'autre est mon erreur, si il est sous ma responsabilité. La démotivation de l'autre est ma démotivation que j'ai induite, ou en tout cas, je suis co-responsable de ce qui arrive. Donc déjà, et ça serait bien des professeurs comme ça à l'école, l'élève qui est en échec, c'est mon échec. Waouh, ça changerait beaucoup de choses, je crois. Alors que là, on a quand même une super structure qui nous engage à dire, s'ils échouent, tu le mets dans le casier de ceux qui échouent. T'inquiète pas, il y a la votre garage, ils la suivront. Et ça marchera tout seul. Et tu ne te concentres que sur les élèves qui n'échouent pas. Et on a en dessous 10, au-dessus 10. Tous les professeurs ont ce réflexe-là. Lui, dès l'introduction, hein, d'ailleurs je parle du bac, là, lui, quasi en dessous de 10, au-dessus 10, c'est bon. Voilà. Et donc, l'échec de l'autre est mon échec. La réussite de l'autre est ma réussite. Ça, c'est de la complicité. Complica, être dans les plis de l'autre, être dans la même étoffe, être dans le même tissu. On est cousu à l'autre. Je suis dans les plis de l'autre. Donc la complicité, on peut parler de la complicité de collaborateurs, mais aussi de voyous. Hein, les voyous, ils sont complices. Les gangsters, ils sont complices. S'il y en a un qui se fait prendre, les autres vont se faire prendre. Il va évidemment balancer. Et donc, être dans un état où l'urgence est de maintenir une interdépendance parce qu'elle est productive, parce qu'elle est enthousiasmante et parce qu'elle peut être une des parties du sens de la vie. Vivre des aventures de complicité, franchement, je crois qu'il n'y a que ça qu'on retienne à la fin de son séjour. J'ai eu des grands complices. J'ai eu des grands amis, mais si mes amis ne sont pas des complices, c'est une amitié un peu patapouf. Mais des amis que j'embarque dans des aventures où on est co-responsable, là, c'est excitant. Et là, il y a du frisson. Et évidemment, une famille heureuse, c'est une famille complice. C'est une famille où justement on sent que la victoire de quelqu'un est la victoire de tous. Il y a des familles qui s'entre-déchirent, parce que quand le frère réussit, la sœur fait la gueule. Alors, on n'est pas du tout dans la complicité. Donc vous comprenez que la complicité, c'est cette interdépendance dont on parle avec un point de vue, je dirais, écologique. On est tous interdépendants maintenant, on dépend tous de cette mise à mal du monde. Mais ça existe aussi dans les équipes. Pouvoir instaurer un climat de complicité et manager par la complicité, c'est manager en acceptant d'être aussi fragile que nos collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va se complaire là-dedans, mais ça veut dire que la fragilité d'un des membres de mon équipe est ma fragilité. Sinon, je suis un robot. Sinon, je me coupe d'un truc essentiel. Je me coupe de la sympathie. Et puis, ça veut dire aussi, et c'est un peu le point positif, c'est pour ça que c'est un beau métier, manager. Ça veut dire que l'excellence de l'autre devient mon excellence. Et là, c'est formidable. Le succès de l'autre devient mon succès. J'étends ma vulnérabilité en dehors de mon corps. Au lieu de vivre une seule vie restreinte à ma sensibilité limitée par ma peau, je vis une vie décuplée où il y a plus d'échecs, il y a plus de bordel, il y a plus de malheur, et ce sera mes malheurs, mais il y a plus de bonheur, il y a plus de jouissance, et je décuple l'intensité de la vie. Plus de joie, plus de peine. C'est un choix qu'on fait. Je pense que si vous êtes manager, vous avez fait le choix d'une démultiplication de l'intensité, sinon on fait un autre métier. Donc il faut assumer ce choix. Et le management complice, c'est assumer ce choix que je vais vibrer de ma vie, mais vibrer aussi de la vie de ceux avec qui je travaille, parce qu'il y a des liens humains que je vais tisser. L'épuisement, ce stress chronique généralisé, a une seule source, très simple, même si on le dénombre en autant de modes possible. La source est très simple, c'est qu'on motive par la pression, c'est-à-dire la motivation extrinsèque en dehors de l'individu.
Donc tu le fais, tu auras une récompense, tu ne le fais pas, tu auras une punition. Bien sûr, on ne parle pas ce langage infantile, on a plein d'astuces langagières, de vocabulaire et de prothèses dans la loi, mais en fait c'est juste la carotte et le bâton. Quand on fait un peu une déduction philosophique de ce qui se passe, c'est juste tu le fais, tu as une récompense, tu le fais pas, tu as une punition. Voilà. Donc cette motivation extrinsèque, que j'appelle la pression, elle devient l'alpha et l'oméga de la motivation aujourd'hui. Je parlais de l'école, l'école était un immense laboratoire de management. L'école, la motivation est extrinsèque. Les gamins n'apprennent pas parce que ça leur fait plaisir, ils apprennent parce qu'ils vont foirer leur vie s'ils n'apprennent pas. C'est ce qu'on leur dit depuis la maternelle. Et autant vous dire que là, ils sont tous très pendant dans 2-3 jours, ils vont être tous stressés de foirer complètement leur vie, évidemment. Donc, on n'est pas dans la motivation intrinsèque. Qu'est-ce que c'est la motivation intrinsèque? Celle qui vient du bide, du dedans, des tripes. Je le fais parce que ça me brûle de l'intérieur. Ça n'a rien à voir. Je ne le fais pas parce que de l'extérieur j'ai des récompenses. Je le fais parce que j'arrive à sentir ce feu sacré de l'ordre d'une sorte d'ambition, d'un enthousiasme, et que ça me fait d'abord jouir, ce qui n'empêche pas des mesures de calcul, d'échelle d'évaluation, mais d'abord il y a une immense jouissance à le faire. Et ça s'appelle la passion. La passion, c'est la motivation intrinsèque. Et donc, nous sommes dans un pays qui a survalorisé la pression au détriment de la passion. Alors, la passion, on le met tous, ce mot, on l'adore, au fronton de nos entreprises, de nos équipes, ouais, la passion, la passion. Mais en fait, concrètement, le management par la passion n'existe pas. C'est justement le management complexe. Un management qui sait quand il libère la passion et quand il doit mettre la pression, parce qu'il met aussi la pression. Donc la passion, c'est quoi? La passion, c'est deux choses que je perds. Je perds la rationalité, je joue les choses en perdant mon objectivité, donc c'est assez catastrophique dans une équipe. J'adore une chose, donc on va le faire. Je perds de la raisonnabilité, comme dirait mon maître Fatih Triki, c'est-à-dire je deviens déréglé, je perds de la maîtrise, je dors plus, je mange plus, je m'adonne corps et âme à ma passion, donc elle est dévorante. Donc ça, c'est des choses négatives, ce qui fait que l'Occident dit « oh, c'est trop compliqué ». Écoute, on dit un truc, en entreprise, la passion, c'est que pour les clients, mais en interne, pas de passion. Pression à tous les niveaux. Et du coup, épuisement. Mais la passion nous fait gagner deux choses importantes qui, avec la cybermodernité, doivent être réhabilitées. Elle nous fait gagner d'abord de l'énergie contagieuse. Quand je suis passionné, je transmets des informations et je transmets une énergie qui fait que l'autre va faire des bonds quand il aura les informations en disant « mais je veux aussi ». Je vais faire un exemple, mais voilà. Si je parle de n'importe quoi passionnément, je rends passionné ma tablée. J'ai déjà été passionné par la fromageabilité des particules de lait. Pendant un repas, j'avais des fromagers, Caprice des Dieux et compagnie, qui me parlaient de leur métier. Et ils parlaient tellement de la fromageabilité des particules de lait, avec tellement de bonheur dans leurs yeux, que du coup j'ai dit « mais c'est génial la fromageabilité des particules de lait !» J'ai lu l'information, ils m'ont expliqué ce que c'était, mais j'ai aussi la passion, j'ai envie d'en être, j'ai envie de participer. Cette motivation de l'intérieur. Et la passion, aujourd'hui, comment on la détecte? On la détecte très simplement aux dernières lignes du CV quand on interroge l'individu sur les dernières lignes du CV. C'est assez cheap comme détection. Est-ce que l'œil va s'allumer? Alors, ah, vous faites du basket? Oui, 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 je fais du basket. Est-ce que ça brille dans le regard? C'est ça la passion. On n'a pas d'échelle d'évaluation de la passion. On ne sait pas du tout si l'autre est capable de passion. Alors, certaines grandes boîtes, je ne sais pas si c'est à Orange, si c'est le cas, testent quand même les individus un tout petit peu en leur donnant des choses qui normalement sont censées leur faire plaisir et en voyant si l'œil brille ou pas. La passion c'est simple, hein, il y a l'œil qui brille, ça s'allume, il y a un truc d'attention, c'est le sens d'ailleurs de la vie d'un professeur. Une journée est gagnée si juste dans la classe, sur les 30 élèves, un a fait oh, « c'est génial ça, oh waouh !» T'as gagné ta journée. La passion. Et l'enthousiasme, c'est, nous explique Platon, la transmission de la passion. Et il peut être très introverti, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être méditerranéen, faire youblaboum tout le temps. On peut être aussi très du Nord, très intérieur, mais quand on parle d'une chose, il n'y a pas que l'information qu'on donne, il y a aussi cette gourmandise de la chose qui est véhiculée. Ça peut être un petit sourire en coin, ça peut être un petit tremblé, ça peut être un « ah, c'est bon, hein, ouais, c'est génial, hein, ouais. » Donc, la passion fait baisser la pression. C'est magique. Dès que vous mettez de la passion dans quelque chose, on sent plus le stress. Le stress disparaît dès qu'on est mu par ce feu sacré intérieur inépuisable, mais qu'il faut réactiver dans l'équipe, avec peut-être des réunions sans thème, avec peut-être des façons de dire ses passions, même si ça n'a aucun rapport avec la productivité actuelle, pouvoir faire monter les lignes du CV et peut-être les faire péter sur la place publique
en disant « parle-nous de ce que tu aimes » et tu vas nous enchanter. Réenchanter le monde ne peut se faire que dans le combat entre la passion et la pression, et quand la passion l'emporte, le monde devient réenchanté, les relations deviennent réenchantées. J'ai, et je tiens à vous le dire, mis en place un autre instrument que les dernières lignes du CV et l'interrogatoire sur les dernières lignes du CV, qui permet de détecter les valeurs qui meuvent profondément l'individu. C'est, on vous l'avait dit au début, un scan, un logiciel de reconnaissance des valeurs humaines, qui ne se trompe jamais. Et si ça se trompe, parlez-en à votre épouse, messieurs, parlez-en à votre conjoint, mesdames. Vous verrez peut-être qu'ils vous reconnaîtront quand vous allez être surpris de découvrir vos valeurs les plus enfouies. Ça s'appelle DIPRO. J'aurai, pendant la pause, de quoi vous donner quelques informations. C'est gratuit. Et on a une grande étape de test. Et c'est non vendu aux annonceurs. Enfin, ça reste tout à fait privé comme données. Mais ça scanne en 20 minutes les valeurs humaines de quelqu'un. Ça peut être amusant à faire en équipe. Ça permet de parler, de débloquer la parole, parce que vous avez quelque chose, même si ça se plante, c'est quelque chose d'objectif, un test, un calcul, qui vous dit, tiens, regarde, tu as cette valeur-là. Et l'autre, après, il doit se dépatouiller avec ça. Soit il valide, soit il valide pas, et puis les autres valident peut-être pour lui, et donc il y a un débat très intéressant sur les valeurs qui meuvent l'individu. La passion, c'est être en cohérence avec ses valeurs internes. Et ces valeurs peuvent se diffuser sur pas mal de choses. Ça peut être des valeurs issues de la culture, issues du passé, des valeurs issues de la biographie, des blessures de vie, des valeurs issues des désirs, des ambitions que l'on projette. Très complexe. Voilà, donc le test s'appelle DIPRO pour Deep Profiling, D-E-E-P-R-O, et c'est sur smartphone. L'épuisement, donc vous avez compris, libérer la passion et veiller évidemment à réduire l'épuisement de vos équipes, ça veut dire avoir de vrais indicateurs de l'épuisement. Le meilleur indicateur, il est très simple, c'est une bonne poignée de main et est-ce que ça va toi? Mais pas « Salut, ça va ?» Alors bon, c'est « Ça va ?» Et la plupart du temps, si c'est eux qui vous disent « Est-ce que ça va ?» et que vous répondez « Oui », le truc magique, c'est de dire « Et toi ?» Ces deux mots-là peuvent réduire, à mon avis, 32,5% d'épuisement dans les équipes. Et toi? Mais attention, avec le temps de pouvoir parler, avec les yeux qui regardent vraiment, avec tout l'engagement du corps. Toi, comment ça va? L'épuisement, c'est pas simplement mettre de la passion, c'est aussi détecter les signes d'épuisement qui sont patents, et là, des médecins pourraient en parler mieux que moi, et des psychologues, mais détecter les signes d'épuisement de façon, évidemment, à les prémunir. L'épuisement d'un collaborateur est mon propre épuisement dans le management complice. La Fontaine nous dit, cette belle phrase, « Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur ». Ça exprime tout le management complice, et La Fontaine l'avait déjà dit, on l'a mal lu. Hein. Loin d'épuiser une matière, on doit n'en prendre que la fleur. L'épuisement, c'est ne jamais aller piocher dans les réserves vitales de l'individu. Ça veut dire que c'est que ce qui fleurit sur l'individu qu'on va récolter, mais jamais on va entamer son énergie de base, son énergie potentielle. Jamais on va attaquer pour le recadrer, et parfois il faut recadrer, la pression est nécessaire, je suis en train de vous dire que la pression doit s'en aller, mais jamais on va le recadrer en travaillant sur l'image qu'il a de lui-même, parce que vous allez léser sa propre confiance en lui. Et vous connaissez le proverbe juif, si tu manques de confiance, tu manqueras d'avenir. Jamais on doit toucher dans, je dirais, l'intimité des réserves énergétiques d'une personne. Et pour ça, il faut avoir une certaine sympathie pour l'autre pour vraiment le ressentir et vouloir son bien. Et Oscar Wilde qui nous dit, comme tous ceux qui essaient d'épuiser un sujet, il épuisait ses auditeurs. J'aime bien ce jeu de mots qui doit, à mon avis, bien rendre en anglais. Épuiser un sujet, toujours faire preuve d'humilité, vous le savez bien, il n'y a pas plus épuisant que d'exiger de nos collaborateurs d'être exhaustifs sur un sujet. Le doute doit être fécond, le questionnement doit être fécond, et l'idée que lorsqu'on ne maîtrise pas, on a le droit de le dire, je ne maîtrise pas et je pourrais maîtriser, je ne sais pas. Cette possibilité du doute et de la limitation de la connaissance doit être une exigence préalable de tout manager. C'est-à-dire que jamais vous devez exiger de vos collaborateurs qu'ils aient la science infuse, qu'ils sachent tout d'un point de vue, et qu'ils soient dans l'exhaustivité. L'épuisement, c'est qu'on a l'impression qu'on a fait le maximum et qu'on nous en demande encore. Et là, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un épuisement psychique, un épuisement moral. L'épuisement physique, grosso modo, tout le monde peut s'en sortir à peu près s'il n'est pas handicapé par
d'état particulière. Mais l'épuisement psychique, c'est vraiment ça. Le moral, on disait en parlant avec un jargon militaire, le moral des troupes. C'est pas pour rien que la notion de morale au masculin, pas la morale, mais le moral, vient d'un jargon militaire. Parce que les militaires, depuis 1000 ans, ont compris qu'un moral déficient, c'est une bataille de perdu. Et pourtant, on peut être plus nombreux. Vous le savez bien, il y a plein de grandes batailles dans l'histoire qui montrent qu'un moral déficient, c'est une bataille de perdu, même quand on est le double de l'adversaire. Donc, avoir, en tant que manager complice, cette lecture du qualitatif de l'autre et pas du quantitatif. Continuons avec l'autre chose à éviter. J'aimerais un petit timing, je n'ai pas de compteur. Ça fait combien de temps? Je vais pouvoir Une heure. Combien? 1 heure. Ça fait 1 heure là? Eh ben, je vais accélérer. Alors, je veux un temps d'échange, c'est pour ça. Deuxième chose importante, la logique froide. Alors, la logique froide, aujourd'hui, elle existe toujours. Des process, des choses complètement exsangues que l'on présente, mais on a compris qu'il fallait repulper un peu la chose. Et donc on a des managers qui ont des choses de logique froide, c'est-à-dire un point A, un point B, un point C, et normalement on obtient un point D. C'est comme ça que ça se passera, et pas autrement. C'est ça la logique froide, c'est et pas autrement. On a calculé, on a réfléchi pour vous. La marche de manœuvre est préétablie. Ça ne fonctionne plus. Et je dirais, c'est tant mieux. En cybermodernité, les choses sont trop mouvantes pour qu'on puisse avoir un algorithme d'action établi. L'agilité dont on parle, c'est quelque chose de réel, il va falloir la mettre en pratique, c'est-à-dire une capacité à improviser, une capacité à se réorganiser en pleine course, une capacité à prendre en compte des avis qui ne sont peut-être pas légitimes en termes de CV, mais tout à fait légitimes s'ils sont pertinents. Et donc, sortir de cette logique froide, c'est remettre de l'humanité dans les process, ce qui signifie du trouble, du flou. Je vous ai parlé du flou tout à l'heure. Ce qui nécessite de flouter les choses, et l'avantage avec le flou, c'est qu'on peut faire du focus. Si tout est focus, rien n'est focus, vous comprenez. Si vous avez un écran et que tout est clair, il n'y a pas de point de vue qui est souligné. On ne peut souligner un élément dans un décor que si on floute le reste, et que on fait le focus sur cet élément. Vous comprenez bien l'image parce qu'elle est très opérante. Et donc, la notion de logique froide, c'est une logique où tout est limpide. Trop de choses sont limpides. Alors que la logique chaude, c'est pouvoir mettre des priorités en fonction, chaude, en fonction de l'émotion, en fonction de notre certitude, en fonction de nos besoins, et de pouvoir faire des focus et du floutage. Le focus n'apparaît que si on floute. Si vous dites tout est important dans ce projet, le point A jusqu'au point 20, il faut tout faire, vous ne pourrez pas accélérer cette dernière minute chez les jeunes et cette idée qu'il y a des focus à faire. Donc il faut pouvoir prioriser les marches à suivre. Il y a des choses qui sont indispensables, mais il faut encore que ça soit au bon moment. Donc ce bon moment, c'est peut-être les équipes sur le terrain qui vont savoir quand c'est le bon moment, peut-être pas vous, peut-être les écouter. Et puis, il y a des choses aussi qui ne sont pas sûres. Il y a des points dans un process qui ne sont pas certains, parce qu'on ne sait pas ce que va faire la concurrence, parce qu'on n'a pas toutes les infos, et ça va être le grand problème du XXIe siècle, c'est que les infos, on ne les aura pas toutes. Petite parenthèse, si vous voulez plus d'infos que les autres, il va falloir libérer plus de passion. Parce que le passionné, la deuxième chose qui gagne, c'est pas simplement l'énergie contagieuse, c'est la connaissance. Le passionné connaît tout de l'objet de sa passion. Donc si vous voulez avoir un pan, c'est pas avec des vigies informatiques que vous aurez les derniers matériaux de construction d'un truc ou les dernières technologies. C'est avec des gens passionnés dans les équipes. C'est les gens passionnés qui vont vous amener, avec les dents s'il le faut, les dernières infos. Alors si ils sont passionnés par la particule fromagère du lait, ils vous raconteront les derniers trucs de Babybel. Mais s'ils sont passionnés par des choses qui concernent notre métier, là, c'est très intéressant. Et donc, la logique chaude, c'est la possibilité de prioriser les choses et la possibilité de se dire, on ne sait pas encore comment on va faire, et pouvoir quand même se lancer dans la bataille. Ne pas attendre d'avoir absolument une marge de manœuvre extrêmement stricte et de se dire, c'est bon, on a tout en main, on y va. Parce que le monde cybermoderne est un monde en évolution constante, parfois dans l'intermédiaire de quelques heures, tout s'est reconfiguré. Et il faut des équipes qui aient cette plasticité de se reconfigurer dans l'action. Dans l'action. Camus, il est toujours aisé d'être logique. Il est presque impossible d'être logique jusqu'au bout. Une phrase à méditer pour vous. Très facile d'être logique. La logique froide, il n'y a pas plus facile. Ça donne cette impression de maîtriser le process, ça donne cette impression d'avoir une rationalité dans un bordel humain chaotique, ténébreux. Je pense qu'à Orange, vous avez des données objectives, mais des données humaines en pagaille. Et donc, à un moment, si vous voulez faire avec l'humain, il faut accepter la logique floue. La logique floue, et non pas cette logique aisée qui finalement ne va pas jusqu'au bout du process.
Et je lisais pour moi, celle qui adopte vraiment cette idée de logique chaude et logique froide, c'est une courtisane, une femme de salon qui est morte prématurément, Julie de Lespinasse, mademoiselle de Lespinasse, au XVIIIe siècle. Et elle écrit, elle n'a même pas 12 ans, elle écrit cette petite phrase très simple, « La logique du cœur est absurde ». Si on est dans un management humain, on parle de la logique du cœur, et cette logique du cœur, elle ne sera pas froide, elle sera chaude. Vous avez comme matériau de base des êtres humains, qui nécessitent une logique humaine. Et cette logique humaine, elle est chaude. Elle est irrationnelle si vous mettez du froid. Parfois, elle va valoriser des choses qui sont absolument inutiles en apparence, mais utiles pour le cœur. Et vous devez sentir ce qui est utile pour le cœur de quelqu'un. Et puis, toujours dans Julie de Lespinasse, elle écrit cette chose, il n'y a qu'une chose, elle est au bord du suicide, elle a envie de se flinguer, le sens de la vie, elle n'en peut plus, mais elle se raccroche à un truc. Il n'y a qu'une chose qui résiste, c'est la passion et c'est celle de l'amour, car toutes les autres resteraient sans réplique. Il n'y a que l'amour-passion et la bienfaisance, je vous donne la date, 27 août 1744, elle ne parle pas de bienveillance, elle. Je vous ai dit, c'était français, on est dans un logique français. Il n'y a que l'amour-passion, la passion, et la bienfaisance qui me paraissent valoir la peine de vivre. La peine de vivre, l'amour-passion, la passion et la bienfaisance. Je dois accélérer, on passe au troisième point à éviter. On a parlé de la logique froide, on a parlé de l'épuisement, ils sont tout le temps là, des démons qui s'inviteront tout le temps. Il y a le troisième démon qui est très complexe, c'est ce que j'appelle des surdéfis. Des surdéfis. Je parlais de perfectionnisme, mais je préfère encore mieux appeler ça des surdéfis. Je vous ai dit, c'est bien de challenger. Le problème, c'est que quand le challenge, il n'en finit plus. Que la mission, elle est ouverte, et elle accumule quantité de missions à sa suite, et qu'on n'en termine plus. Le surdéfi, c'est une overdose de challenge. C'est une overdose de défi. C'est qu'à un moment, on dépasse les bornes dans le défi. Le surdéfi, c'est en fait un perfectionnisme contre-productif, comme le sont souvent les perfectionnismes. Juger que toute imperfection est inacceptable, et donc pousser plus loin la barre de l'exigence. Trop loin. Aller trop loin dans l'exigence. C'est une obsession. Et puis, ces surdéfis sont hostiles à plusieurs choses. Il y a plusieurs façons d'être dans le surdéfi. Je vous en livre 6. Allez, vous verrez quelle est la vôtre. Chacun a la sienne. Qu'est-ce qui fait que vous poussez les gens trop dans le challenge? Le surdéfi peut être hostile à l'émancipation, à la liberté des individus. Je pousse à l'excellence pour en fait empêcher, c'est liberticide, j'empêche la vraie liberté dans mon équipe. Ça peut être hostile à l'improvisation, je veux, logique froide, que tout soit bien paramétré, je ne supporte pas cette sensualité débordante dans les process, que tout d'un coup, quand j'ai une idée, non, ça c'est insupportable. Donc je pousse au surdéfi pour qu'on suive la ligne, le code. Elle peut être hostile à la collaboration. Je ne supporte pas qu'ils s'entraident entre eux. Ça doit passer par moi, les managers narcissiques qui ont envie que tout se passe par eux, alors que ça pourrait collaborer de façon, je dirais, systémique. Ça peut être hostile, ce perfectionnisme, à la connaissance. Donc c'est un perfectionnisme aveuglant et aveuglé. Je ne veux pas voir les choses, donc je challenge pour ne pas voir réellement le problème, pour me voiler la face, pour faire comme si ça allait. N'oubliez pas que le perfectionniste, c'est celui qui cache les imperfections. C'est pas simplement celui qui vise la perfection inatteignable. C'est celui qui, face à et on est tous imparfaits, va dissimuler les choses. Donc c'est un truc vraiment pervers. Ça peut être hostile à la générosité. Je pousse au surdéfi pour ne pas donner, pour ne pas aider, pour ne pas rayonner d'un bonheur solaire, parce que je n'ai pas cette capacité d'amour ou de don de moi. Et donc du coup, le seul don que je fais, c'est pousser la barre trop haut. Et puis, ça peut être hostile à la sérénité. Je ne supporte pas les gens paisibles, tranquilles, au calme, posés. Et donc, je ne supporte pas. Il faut tout le temps que ça bouge, que ça grouille. Et donc, je pousse au surdéfi pour éviter cette sérénité, cette zénitude possible au travail. Donc voilà, évidemment, cette idée de perfection too much, est absolument nuisible. Vous avez ce mot d'un mec qui a été un loser toute sa vie, qui s'appelle Joseph Addison. Donc c'est un anglais, mais je ne fais aucune guerre entre la France et l'Angleterre. Mais il s'appelle Joseph Addison. Il a tout foiré, son mariage, son boulot. C'est un petit poète, un écrivain. Il était un peu homme d'État, mais ça n'a pas marché. Mais il dit une phrase géniale. C'est un spécialiste qui parle. Ce n'est que l'imperfection qui se plaint de ce qui est imparfait. Ça, c'est bon. Ce n'est que l'imperfection qui se plaint de ce qui est imparfait. Si pour vous êtes perfectionniste, c'est que vous êtes imparfait vous-même. C'est que parce que j'ai des carences que je dis, je vois des carences partout.
Je projette mes imperfections au reste du monde. Donc à un moment, il faut accepter la perfection relative. Je sais que c'est un oxymore. C'est-à-dire que la personne a fait de son mieux et la perfection atteinte, qui est relative, eh bien je dois y mettre évidemment tout mon quota de reconnaissance. Être reconnaissant d'une perfection atteinte qui est relative. Enfin, pour terminer rapidement, les deux choses à valoriser qui doivent alors être... Alors vous comprenez, il y a 3 démons et 2 anges, d'accord? Donc le combat est inégal. Ça veut dire que si vous avez les 3 démons que je viens de dire, hein, épuisement, logique froide et puis sur défi, vous êtes foutu. En fait, ça veut dire que vous êtes foutu. Puisque vous n'aurez que 2 pansements contre 3 attaques. Vous voyez, donc il faut essayer de réduire au moins 2. Les 2, vous devez tout le temps les avoir. Et donc là vous gagnez, d'accord? Là, c'est kiff-kiff, c'est compliqué, mais là, c'est perdu. Donc vous devez réduire au maximum pour pouvoir faire face avec ces 2 choses, ces anges gardiens. On parlait de démons, on peut parler d'anges gardiens. La bienfaisance, les bienfaisances. Alors, très rapidement, bienfaisance, on va commencer par la plus simple, la bienfaisance non verbale. Une attitude qui prend en compte l'autre comme s'il était l'extension de moi-même. On n'est pas dans le paternalisme, on n'est pas dans la symbiose bizarre, fusionnelle, finalement sexuelle, mais bon, on le cache. On est vraiment dans la prise en compte de l'autre dans son humanité. Alors là, il n'y a vraiment pas de leçon, j'ai aucune leçon à donner, c'est très compliqué. Je pense que c'est des profs peut-être de, je sais pas quoi, de théâtre qui peuvent vous aider, de développement personnel pour le coup. Là, je parlais du coaching de façon cocasse, mais il y a des très bons coachs. Il y a un travail à faire sur soi. Grosso modo, je vous fais, mais je ne sais pas comment on fait, mais je vous explique en théorie ce qui est dit dans les livres. Votre ego, vous devez le descendre, comprendre que c'est un écosystème, que votre moi est composé par plein d'individus. Un écosystème, c'est pas moi, c'est moi, et puis mes enzymes déjà dans mon bide, il y a au moins des millions d'insectes, enfin de microbes, qui font que je suis... En fait, vous êtes une identité, en fait, on est nombreux, hein, je veux dire. La flore intestinale, c'est le bordel, hein. Non mais c'est intéressant, au niveau de la vie, nous ne sommes pas une vie, nous sommes des milliers de vies, et c'est ce qui nous rend vivants. Donc déjà, hein, l'ego, là, ça va, l'ego? Après, je vais vous parler des étoiles, des galaxies dans l'univers, ça va? Un Lego tout petit, tout petit. Ça n'empêche pas la fierté, ça n'empêche pas l'honneur, mais en tant que participant d'un sport d'équipe. Le management complice, c'est un sport d'équipe, hein, vous l'avez compris. On gagne tous ou on perd tous. Et puis, dans la bienfaisance non verbale, outre le fait de baisser de l'ego, il y a vraiment l'idée de... Là aussi, ça ne s'apprend pas. Enfin, il faut aimer les gens, quoi. Alors, je suis un peu idiot, là, mais... Il faut aimer vos équipes, hein, allez-y, hein, je veux dire, à un moment, ils sont super, quoi, ils travaillent. Et quand même, comme il y a quelque chose de l'ordre très ludique, hein, je suis en train de décrire un management assez ludique, vous êtes maître du jeu, il y a des joueurs, c'est facile de les aimer, quand même. Voilà. Mais aimez la beauté. Alors, vous pouvez vous entraîner, si vous n'aimez pas vos équipes, le mec à la pompe, vous pouvez le trouver beau. Ou, voilà. Entraînez-vous dans vos vies à aimer les gens, tomber en extase, aider. Voilà. En fait, au bout du compte, quand on commence là-dedans, on finit par la charité chrétienne. Mais bon, je vais arrêter là, mais aimez-vous les uns les autres, quoi. Enfin, ça, c'est le management non verbal, un truc qui fait que vous êtes humain. Et puis le management verbal, la bienfaisance, excusez-moi, verbale. Alors, elle se décline en 7 points, je vous les fais très rapidement. La bienfaisance verbale, alors, bienfaisance non verbale, c'est faire du bien. Ça va, c'est clair? Elle est non verbale, je fais le bien, concrètement. T'as mal aux épaules, je te masse les épaules. Ah, mais c'est interdit par la loi, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Moi, je me rappelle de professeurs qui, quand il était content de notre note, nous touchaient l'épaule et ça faisait un bien fou. Voilà. C'était pas sexuel, c'était pas pédophile. Il disait oh, bravo, t'as gagné, super ta note, bravo. Ça vous booste pendant 2 mois, quoi. Vous êtes au top du top de votre matière. Bon, maintenant, c'est un peu hygiénique, tout ça, on a peur. Mais à un moment, le non-verbal, c'est aussi le corps. Alors, faites ce que vous voulez avec votre corps, mais faites-le, quoi. Le verbal, c'est plus simple, c'est à distance. Alors, le verbal. La bienveillance verbale, elle peut être narrative, elle doit être narrative. On utilise effectivement un récit, on englobe les gens dans un récit collectif. La bienveillance verbale, elle doit être, attention, mot nouveau, roborative. Ça n'a rien à voir avec le robot, hein. Roborative, c'est ce qui fout la pêche, c'est un mot assez intéressant. Elle doit être régénérante, roborative. Ça doit, ce management-là, nous donner de la pêche. Notre manager, c'est celui qui me remet dans la vie quand je lésinais à vivre intensément. Elle doit être d'écoute, cette bienveillance verbale, d'écoute. Hein. C'est verbal, mais c'est pas juste déblatérer tout le temps. C'est se mettre à l'écoute et écouter l'autorité en soi qui monte et pouvoir freiner la voix autoritaire. Je sais, je vais te faire la morale, mon gars, vous oubliez, vous écoutez. La morale, c'est peut-être votre collaborateur qui l'a, il faut juste l'aider à la coucher. C'est long, hein, je sais, ça s'appelle la philosophie, mais vous devez être un peu philosophe. Management complice et philosophe, pour moi, c'est d'exact synonyme. Enfin, presque.
le plus important des 7, c'est la bienveillance verbale de soutien. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Le soutien, c'est quand quelqu'un est épuisé, vous le prenez. Allez, tombe pas. Viens Jeff, ça va aller. Et ça, là, ce soutien, ça permet de combattre exactement un des démons, c'est l'épuisement. Donc, vous avez là une bienveillance verbale de soutien, c'est le « allez, courage », allez, enfin, vous trouvez des formes autres, mais c'est utiliser le verbe, un verbe un peu incandescent, un verbe où on a le droit de postillonner, on a le droit de se planter dans ses formules, mais un verbe, quoi. Une voix qui est là et qui soutient l'autre dans sa fatigue. Non pas pour l'épuiser davantage, mais pour lui dire que voilà, j'ai compris ta fatigue, je ferai en sorte de faire attention, de la prendre en compte à l'avenir. Et ça c'est important parce que c'est vraiment un ange gardien, la bienveillance verbale, qui lutte contre le démon de l'épuisement. Donc là vous avez un lien direct. Ce n'est pas le cas pour les autres. Autre point, la bienveillance verbale anti-agression. S'il y a de l'agression, vous devez intervenir instantanément. Ne laissez pas des climats se pourrir par des micro-agressions, ça commence toujours par du rire, hein, toujours rire, et qui finissent par du harcèlement. Et le harcèlement, c'est pas que les cours de récré. Hein. Le harcèlement, il est très diffus entre adultes parce qu'il n'est pas à la mode, mais il existe. Et il est très, ça peut être un regard. On peut harceler quelqu'un juste avec une façon de regarder l'autre, un peu comme s'il sentait le fromage. Vous voyez, ça j'ai charcuterie du harcèlement là. Et pourtant, vous sentez bon. Alors voilà, donc le harcèlement, l'agression, bien sûr la violence patente, vous devez évidemment être le garant d'impact de non-agression dans l'équipe. Ça paraît évident, mais il faut quand même le dire. Bienveillance verbale. Bienveillance verbale de, alors le mot est compliqué, de désobsolescence. L'obsolescence, c'est un truc qui vieillit, mais qui est programmé pour vieillir vite. C'est l'éphémère, le diktat de l'éphémère. Et dans un monde de l'instantanéisme, hein, de la réactivité, tout vieillit. Hein, là, quand un jeune vous dit « tu fais un peu 2015 », c'est une insulte. Hein. Tu fais un peu 2015, bah, c'est vraiment... Donc, eh ben non, eh ben, il faut faire 2015. Voilà. La désobsolescence, c'est résister contre ce truc de mode qui tourne, cette démocratie, un thème en chasse un autre, et puis cette obsolescence des liens humains. Donc vous devez inscrire les relations dans le durable. C'est à vous de faire un peu l'histoire des relations. Savoir depuis quand un gars est dans votre équipe. Pouvoir le dire aux autres membres de l'équipe. Lui, ça fait 2 ans et demi, lui, ça fait 4 ans. Et raconter un peu l'histoire de l'équipe. Vous devez archiver ça et pouvoir dire que notre équipe, elle résiste au culte de l'instantanéisme. C'est ce que j'appelle une bienveillance verbale désobsolescente. Excusez-moi le terme. Contre l'instantanéisme. Et puis, dernier point, une bienveillance verbale anti-manipulation. C'est important. Non seulement vous ne devez pas manipuler, vous devez être sincère dans la complicité, mais en plus, vous devez faire attention aux manipulateurs que nous sommes tous, vous en vous-même, mais les individus entre eux, qui se manipulent pour des miettes de pouvoir, des miettes d'ego à ramasser, qui se manipulent pour un rien. Et donc, la manipulation, elle est très perverse. Vous devez l'identifier, et vous devez y mettre un terme avec, évidemment, d'abord humour, 3 phases. Humour, vous devez vous moquer des manipulateurs pour que ce soit bien au bout du jour. Ringardisation de la manipulation, vous devez montrer que c'est complètement has-been, c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, vous devez aussi frontalement prendre le parti pris de celui qui se fait manipuler pour lui donner des armes. Donc il y a un rôle pédagogique du manager complice pour lui donner à vos équipes les anticorps contre la manipulation. Je résume vite et je conclue pour qu'on puisse peut-être avoir un temps d'échange. Le management complice, c'est le management de l'époque d'aujourd'hui. Bien sûr, tout ce que je vous donne est modulable en fonction de vos pratiques, dont j'ignore 1 dixième, enfin 9 dixièmes. Mais retenez juste ces choses-là. Il y va vraiment de mettre l'humanité pour plus d'efficacité, mais l'humanité est réelle. On ne triche plus avec l'humain. Vous avez à avoir affaire à des individus qui sont en quête de sens. Et leur quête de sens, vous savez, vient d'un surplus de sens. C'est pas qu'il manque du sens, c'est qu'il y en a trop du sens. Même les sectes islamistes nous balancent du sens, le sens de la vie, on se faire exploser. Donc, on a trop de sens, on n'en peut plus du sens. Et donc, c'est tailler son chemin dans quelque chose qui est sursensé. Nous sommes dans le sursens, et il va falloir qu'on choisisse un sens, parce qu'il n'y a pas plus beau que de vivre une aventure vivante, juste à plusieurs. Et donc, il faut retrouver à la fois son âme d'enfant, la bande de copains qui jouent. Il faut retrouver ça. Il y a plein de leçons à en tirer. Et il faut aussi réfléchir sur soi en se disant, est-ce que vraiment je me distingue de l'équipe, ça c'est la non-complicité, ou est-ce que vraiment je peux faire corps avec mon équipe? Vous avez l'équipe en management complice. Hein. Vous aurez l'équipe que vous méritez, vous aurez l'équipe que vous serez profondément. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à interpeller une hôtesse qui passe dans les rangs. Et à distance, n'hésitez pas à poser des questions via le fil Twitter
#Orange Campus. Oui, il y a une question là. Oui, bonjour Frédéric Hardy. J'avais une question donc, sur l'épuisement où vous opposez pression et passion, où finalement enfin, vous dites que la passion, elle n'épuise pas. Moi j'ai l'impression aussi que quand quand les gens sont passionnés par ce qu'ils font, ils peuvent aller aussi très très loin et parfois s'épuiser, faire du burn-out aussi par de la passion. Il y a de moultes exemples sur des artistes pour qui la passion les a tellement dévorés qu'ils ont été complètement brûlés, quoi. Donc comment vous faites cet équilibre? Parce que c'est un peu le risque aussi de dire, j'ai pas mis la pression, j'ai envoyé de la passion. Alors, manipulation ou pas manipulation, mais enfin, en gros, les gens sont passionnés par ce qu'ils font, et pour autant, ils vont trop loin dans ce qu'ils font. Très bien. Et c'est pour ça que je ne parle pas d'épuisement, je parle de pression. Pression ou passion, pas épuisement ou passion. On peut évidemment être épuisé de passion. La pression, c'est pas simplement l'épuisement. La pression, c'est l'idée que je conditionne l'action de l'autre. Dans la passion, c'est lui-même qui pose ses propres jalons de conditionnement. Alors, la passion, être épuisé de passion, oui. Alors là, j'ai envie de dire, why not? Le mec qui crève à 30 ans, mais il a vécu 30 ans de jouissance absolue et d'extase. Hein, bon, c'est un parti préexistentiel, hein, je sais qu'on est dans la vie longue, le transhumanisme, mais ceux qui sont morts dans le club des 27, hein, je pense qu'ils ont des vies... ils ont vécu quand même, ils avaient 27 ans, mais après, c'est voilà, est-ce qu'il faut une vie longue ou une vie intense, hein, c'est la question. Plus pragmatiquement, la passion ne peut être réveillée, sollicitée, que si l'individu est beaucoup plus dans l'onde de charme, un truc gourmand avec les autres et en paix avec le monde, que dans l'onde de choc. Et vous avez tout à fait raison de souligner que la passion peut être destructrice si elle est dans l'onde de choc. Il y a des passions violentes, des passions de suicide, de mort, etc. Donc, on ne libère la passion que si le charme l'emporte sur le choc. Détecter l'onde de charme, c'est simple, hein, c'est des gens qui vous donnent de l'énergie. Si des gens sont capables de vous donner de l'énergie et d'être non pas des vampires énergétiques, ça veut dire que le charme l'emporte plus sur le choc. Peut-être à 51%, hein, ça peut être un chouïa, mais c'est un bon chouïa. Si par contre, les gens vous épuisent, vous sentez qu'ils luttent et que ça vous emmène dans une lutte, et que vous avez un réel épuisement à boire une tasse de café avec eux, le déjeuner, je ne vous raconte même pas, vous êtes sur les rotules quand vous sortez, et que vous sentez vraiment que c'est des gens qui ont des combats internes très violents, je pense qu'il ne faut même pas de passion. Je pense vraiment qu'il faut juste, hélas, de la pression, et puis essayer de doser la pression. Donc c'est pas du tout quelque chose d'angélique que je vous donne, c'est plutôt réaliste. La passion ne se libère que si l'onde de charme l'emporte d'un chouïa sur l'onde de choc. Voilà, donc il faut que vous vous habituiez à pouvoir tester une relation humaine en charme-choc. Avec Mathilde, en moyenne, dans la vie, c'est 60% de charme, il y a 40% de choc. Avec Germain, il y a 73% de charme. Voilà. Et vous pouvez doser comme ça des semaines, la semaine que vous avez passée, quel est votre quota choc-charme, la journée que vous venez de passer, votre quota de choc, j'espère que là vous avez gagné des points de charme, j'espère. Là, voilà. Charme, c'est ce qui est inspirant, ce qui ouvre, ce qui fait qu'on n'est pas en défense, en défiance. Voilà, c'est l'onde de la créativité, l'onde du bonheur, on peut dire. Le bonheur, c'est être criblé d'onde de charme. Voilà, donc, soyons très réalistes, la passion, vous ne la libérez, vous ne l'autorisez que si c'est des personnalités qui sont plus dans l'ouverture aux autres et le partage que dans le repli et la torture intérieure. Bonsoir, merci beaucoup pour l'exposé, c'était très riche. Est-ce que c'est contagieux au sens où si on a une équipe qui est composée de managers qui ont eux-mêmes une posture à avoir et des responsabilités de management, est-ce que si on essaye d'adopter ce que vous préconisez ce soir, est-ce que ça va se transmettre Ah oui, je crois vraiment. Je crois vraiment. Alors, il y a eu des tests, j'ai commencé à tester ça en milieu psychiatrique, pour que des psychiatres travaillent ensemble sans devenir fous. C'était pas pour les patients, c'était pour les médecins. Après, il y a eu le monde hospitalier, où là aussi j'ai testé ces choses. Charme-choc, c'est très important pour les équipes, par exemple. Un médecin de 60 ans, une aide-soignante de 25 ans, des cultures différentes, des générations différentes, tout ça doit bien travailler pour produire non pas un pourcentage de bénéfices, mais sauver des vies. Donc l'efficacité est au top, la technicité est au top, et l'équipe est on ne peut plus diverse. Et donc choc-charme, ça parle à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je vous donne cette clé.
Donc oui, bien sûr, c'est très communicatif. Ce qui va se faire si vous essayez d'appliquer ce que je viens de vous donner, à mon sens, et puis on reste connecté dans la cybermodernité pour pouvoir communiquer, ce qui va se passer, évidemment, c'est que ça va délier les langues. Donc vous aurez des gens qui vont peut-être vous demander un peu plus de temps dans une sorte de communication de ce qu'ils sont, et puis une envie de pouvoir parler. Vous savez pourquoi les gens se parlent les uns avec les autres? Non pas pour s'échanger de l'information, mais pour bouffer leur vie. Notre vie nous reste tous sur l'estomac. Tous. La journée qui passe là, si vous n'en parlez pas, elle vous restera sur l'estomac. Sauf si c'est que du bonheur. Dans le bonheur il se digère tout seul. Quand vous vivez la vie et que vous la digérez à même la vie, c'est que vous êtes dans le bonheur et la joie totale. C'est rarement le cas à 100%. Donc on parle de sa vie pour pouvoir la digérer. Je vis un truc fort, un truc traumatisant potentiellement, j'ai besoin d'en parler pour voir si les aliments, les événements que j'ai vécus sont digestes ou pas. J'en parle, je me familiarise avec mon vécu, et après je le rêve. Et quand je rêve, je bouffe ma vie. Le rêve, c'est juste quand j'ouvre mes dossiers et que l'événement que j'ai vécu entre dans mes dossiers intimes. Donc, on est à l'opposé de Freud. C'est pas j'ai une petite pulsion et je veux entrer dans le monde et j'ai une censure, c'est j'ai le monde qui veut entrer en moi et j'ai une censure. Heureusement, j'ai une censure. Et la question, c'est pas comment je me fais entrer moi dans le monde, c'est un peu, je dirais, mégalomane comme vision, c'est un peu comment je fais entrer un peu du monde en moi. Donc le langage est essentiel pour aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent. Et donc l'écoute dont je parlais, c'est une écoute absolument fondatrice de la possibilité qu'ont les gars de votre équipe de s'améliorer. Les gens ne peuvent s'améliorer que s'ils parlent de leur pratique, et vous êtes un référent de parole. Voilà pourquoi ça peut être contagieux. Et puis évidemment, ça sera contagieux en termes de joie, parce que la ludification, la gamification que ça va induire, si vous êtes maître du jeu complice, ça va induire une sorte de relativisation très féconde des enjeux. Ce ne sera pas vital. Ce sera vital comme un jeu vidéo. Vous savez, quand on joue au jeu vidéo, on ne veut vraiment pas perdre. C'est pas parce que c'est pas vital en termes humains que c'est pas vital en termes d'enjeux. Donc ce sera des enjeux qui seront ludiques et absolument importants. Et donc le but du jeu est de décoller des enjeux vitaux, parce que là pour l'instant le management qu'on a fait la plupart du temps, c'est que c'était vital. On disait les mecs, on va les mettre en instinct de survie, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça fait des années que ça dure. Donc il faut au contraire dire non, ce n'est pas vital. Ce n'est pas vital. Tu peux te reposer, tu peux parler, mais par contre c'est aussi vital que quand on joue un match de foot et qu'on veut gagner le match. Voilà. Il faut entrer dans cet enjeu ludique, et là franchement il y aura plus de joie, plus d'optimisme, une possibilité de scénariser ce qu'ils vivent. Donc l'optimisme c'est ça, c'est le meilleur scénario possible. Donc ils vont produire du scénario positif, et effectivement je pense que ça peut faire des étincelles, vous m'en direz, ça peut faire fleurir véritablement les talents. Ce mode de management est-il adapté à toutes les situations? Vous avez évoqué par exemple l'armée. Est-ce que vous pensez qu'une armée peut fonctionner selon vos principes? Alors bien sûr que non. Non, le mode de management ne marche que si effectivement la hiérarchie peut s'autoriser de jouer, ce que l'armée ne fera jamais. J'ai fait des conférences pour le ministère de la Défense, même dans des zones inédites aux philosophes. J'ai accédé à des zones très intéressantes avec 150 militaires, 150 civils en face sur le renseignement. Première conférence qu'ils avaient de philosophie en interne sur l'ambition. Et je peux vous dire que l'échange que j'ai eu était assez intéressant. Je plaidais pour la désobéissance. Et oui, la capacité de désobéir à un management, justement, pour dire à un moment quand c'est injuste, quand c'est inhumain, il faut pouvoir le dire, plutôt que de commettre le pire sur soi-même. Et des militaires m'ont dit, mais c'est tout à fait légal. La désobéissance est légale si l'ordre est illégal. Un ordre illégal doit nécessiter une désobéissance. Et donc c'est intéressant de voir que l'individu peut toujours être un fusible qui fait péter la machine entière, y compris dans l'armée, là où on imaginait, justement, votre rire en a témoigné, une sorte d'obéissance aveugle. Pas du tout, pas du tout. Et donc, ça veut dire qu'il y a un cadre. Alors, pour l'armée, l'ordre doit être légal, donc c'est assez restrictif. Pour le management, franchement, il ne s'agit même pas d'ordre, il s'agit de décision, il s'agit d'une alchimie extrêmement complexe pour essayer d'atteindre une efficacité enthousiasmante. Donc là, la discussion doit avoir lieu. Je le signale, pas pour faire de la publicité bien sûr, mais vraiment parce que j'ai mis des années à faire ces objets-là. J'ai développé aussi une application qui est gratuite, hein, j'insiste, qui s'appelle le jeu du Phénix. C'est un jeu de tarot que j'ai mis au point.
de tarot, mais non mystique. Il n'y a aucune hypothèse mystique, ésotérique. On n'est pas du tout dans l'ésotérisme. On est dans la capacité de tirer une carte au hasard. Vous l'avez sur Google Play et Apple Store. Le jeu du Phénix, vous tirez une carte au hasard qui a un sens précis. Puisque comme on ne cherche pas à gourouter les gens, du coup, le sens, il est très précis. Et c'est une façon de penser out of the box. Vous avez une décision, vous avez un brainstorming, vous avez un cap, et vous tirez une carte au hasard en vous disant « et si c'était la carte qui avait raison ?» C'est juste le hasard. Et en tirant la carte et en partageant ça à vos équipes, vous verrez que ça libère la parole. C'est-à-dire que quelque chose d'objectif tiré aléatoirement fait que tout le monde peut exprimer son point de vue puisque c'est une carte. Et on a le droit de molester une carte. Molester un manager, c'est plus compliqué. Enfin, ça vous arrive peut-être. Et donc l'idée de recourir à une carte au hasard qui a un sens précis fait que la parole, et ce temps de parole est nécessaire. Et c'est ça, la cohésion d'équipe est toujours une cohésion, ce que j'appelle de sensage. On sense ensemble le monde. On donne du sens au monde. Et donc, c'est important. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre technologie pour pouvoir avoir une version ludique, totalement aléatoire, qui affirme « c'est ça ta réalité ». Que la carte au hasard, ou l'autre version, c'est une page de livre au hasard. On peut le faire aussi qu'un livre, j'ouvre au hasard. Mais là, c'est extrêmement fait pour ce genre de truc. Et donc, il est important que vous puissiez, même quand vous êtes dans la certitude, utiliser le hasard, le doute fécond, pour pouvoir remettre à neuf la discussion. Et vous verrez que non seulement vous aurez des idées peut-être qui vont s'affûter, des propositions inédites, mais vous verrez aussi qu'il y aura des gens qui auront besoin de parler d'eux un tout petit peu, quelques minutes, pour pouvoir digérer leur vie, ce qui leur reste sur l'estomac. Et donc l'idée de pouvoir tout d'un coup débloquer la parole, ça permet d'avoir des idées meilleures, d'innover, mais ça permet aussi de dégoiser des angoisses. Voilà. On va prendre une dernière question. Je crois que le mot dégoiser, c'est ça tous les jours qu'on l'utilise. Hein. Bon, bah écoutez, merci. Là, il y en a une. Elle est où? Elle est là. Bonjour. Vous avez parlé beaucoup des jeunes générations, mais au niveau management, on va manager différentes personnes, différentes générations. Est-ce que ce mode de management, il est adapté à tous? Est-ce qu'il faut l'adapter un petit peu? Ça matche très bien avec votre première introduction sur les jeunes générations. Et sur les anciennes qui sont là depuis pas mal de temps, qui ont vécu l'hypermodernité, la cybermodernité, qui sont à fond là-dedans, est-ce que ça s'adapte vraiment? Parce que je vois des situations des fois où il y a un clash entre les différentes générations. Oui, c'est une bonne question. Dans les générations plus anciennes, en fait, tout est bon, sauf un défaut qui est récurrent, c'est le défaut de l'expérience. C'est le jet de l'expérience, et mon gars, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Et donc, ça, c'est un truc récurrent qu'il faut évidemment totalement neutraliser, parce que l'expérience, de toute façon, c'est son point de vue. Il n'a pas besoin de mentionner que c'est au nom de son expérience qu'il parle pour parler. À partir du moment où il est plus âgé, qu'il a plus de vécu et qu'il prend la parole, forcément, son expérience parle à travers lui. Ensuite, il y a le mot de Confucius, vous le connaissez. L'expérience n'est claire que le chemin parcouru. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait soi-même le chemin pour pouvoir prendre une leçon de l'expérience. Jamais un plus âgé n'arrive à donner son expérience à un plus jeune. C'est au plus jeune de vivre l'expérience. L'expérience est une lanterne accrochée dans son dos qui n'est claire que le chemin parcouru. Voilà la phrase de Confucius. Et donc, cet argument par l'expérience est un argument qu'il faut neutraliser, mais aussi utiliser. C'est-à-dire que, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui s'abrite derrière son expérience est une personne qui dit quelque chose lorsqu'elle dit ça. Et en général, elle dit deux choses. Elle dit « prends en compte ce que j'ai vécu parce que ça fait partie de mon identité » et que moi, j'ai pas eu Facebook pour composer mon identité, donc s'il te plaît, aide-moi à la composer un peu, c'est le moment. Et la deuxième chose, c'est je te mets en garde contre des dangers. L'expérience met toujours en garde contre des dangers. Elle n'innove pas. Ceux qui disent « j'ai de l'expérience, crois-moi », c'est pas pour innover, c'est pour freiner. Et on a besoin parfois d'avoir ce warning qui s'allume. Et donc je pense que c'est important. Maintenant, ce que l'on constate, c'est que les plus âgés qui appartiennent à une génération bien antérieure à Internet ne demandent qu'à pouvoir transmettre cette expérience-là. C'est comme si vous êtes encombré de quelque chose de précieux et vous ne savez pas à qui le donner. Ça, c'est de la valeur. C'est de la valeur. Et il ne faut pas du tout discréditer cette valeur-là. L'expérience n'est claire que le chemin parcouru, certes, mais dans le milieu du travail, il y a des expériences qui peuvent vraiment servir de warning efficace et de solution alternative. Donc vous devez, à mon sens,
faire un travail beaucoup plus pointu que les jeunes générations pour les faire accoucher de leur expérience à travers des dialogues, des possibilités de, non pas de discours d'anciens combattants, mais de pouvoir mettre en place une expérience valorisée, et de voir en confrontation avec des jeunes générations comment cette expérience peut être pertinente dans les process induits ou dans les missions qu'on se fixe. Donc il faut récolter cette expérience, c'est de la valeur, il faut la reconnaître. L'autre travers, vite fait, très rapidement, l'autre travers, c'est que les jeunes générations, il y a quelque chose de l'ordre du défi physique. Ça, c'est lié à la jeunesse. Je ne parle vraiment pas des jeunes parce qu'ils ont Internet, c'est vraiment lié à la jeunesse. Les jeunes, on a des livres qui portent sur la jeunesse, ça s'appelle « Oser la jeunesse ». Donc, les jeunes, comme ils n'ont pas pris encore beaucoup de coups dans la tête, ils sont téméraires. C'est pas du courage, c'est de la témérité. C'est parce qu'ils ignorent les réels dangers, qu'ils foncent et qu'on dit « Waouh, la jeunesse est courageuse ». Elle est dans l'action, la jeunesse. Elle veut prouver qui elle est à travers l'action. Les plus âgés, ils sont davantage conscients des réelles blessures qu'on peut avoir dans le monde, et donc il s'agit vraiment d'un véritable courage. Et je crois qu'il y a un lien très intéressant entre les plus âgés qui peuvent vraiment encourager les jeunes, parce que les jeunes, poussés par l'action, se retrouvent un pied à terre, et le monde s'écroule pour eux. Et il n'y a que des gens un peu plus âgés, un peu plus matures, qui pourront dire « Tu sais, moi aussi », et là l'expérience est utile, j'ai vécu ce que tu as vécu. J'ai vécu le chagrin d'amour, moi aussi, j'ai survécu. J'ai vécu la déception, j'ai survécu. J'ai vécu un échec cuisant professionnel, et ben j'ai survécu. Et cette parole-là, c'est une parole d'encouragement. Et l'encouragement, c'est pas aux jeunes d'encourager les plus âgés. Ça, c'est vraiment le vice de l'époque. C'est aux plus âgés d'encourager les plus jeunes. Donc, je pense que c'est intéressant de faire un management interage sur ce coup-là, notamment avec des jeunes qui sont un peu malmenés par l'existence. Finalement, vous connaissez un peu la blague, je vous la dis parce qu'elle est trop drôle. Le plus âgé va réfléchir avant d'agir, il n'aura pas ce mot-là. Je l'ai lu sur une propriété, le chien aboyait très fort et il y avait une pancarte. Ce chien couvre la distance niche-portail en 4 secondes et demie. Si vous n'en faites pas autant, restez donc où vous êtes. Ça, il n'y a que le plus âgé qui peut le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup.